L'actu jeux vidéo, séries, comics et manga, c'est dans l'Entre du Geek, avec Damien et toute son équipe, sur Happiness. Bonjour à toutes, bonjour à tous, et on est en direct du Retro Game Festival avec un peu de retard, on va être très honnête. Petit souci technique, malheureusement ce sont les aléas du direct, mais j'ai quand même avec moi ramené mon équipe, notamment Sabrina. Sabrina, bonjour. Bonjour, bon après-midi. Laura, bonjour. Bonjour, c'est bizarre de pas se dire bonsoir, bonjour. Ouais, ça fait bizarre. D'habitude, c'est vrai qu'on se dit toujours bonsoir, et là, exceptionnellement, on se dit bonjour parce qu'il est 14h25. On est ensemble jusqu'à 16h. On a prévu pas mal de choses, en tout cas, dans l'Entre du Geek. On va vous parler notamment de l'ambiance de ce festival qui a lieu tous les ans en direct de l'Hélispace de Beauvais. Donc le rendez-vous de la pop culture, jeux vidéo, etc. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est une année particulière puisqu'il y a un thème qui est Star Wars et Toy Story. Voilà. Et en même temps, c'est lié à deux invités qui seront présents sur le Retro Game, Puy Martin et Darbois, qui ont fait justement les voix de Buzz et de Woody. Voilà, donc j'espère qu'on arrivera à nous entendre parce que c'est vrai qu'on est vraiment en plein cœur de ce Hall 1. Voilà, avec beaucoup de bruit, beaucoup de monde. On a d'ailleurs AT&T actuellement qui est sur scène et qu'on aura également dans l'émission très rapidement. On aura également une interview de Bob Lennon, le neveu de John. Voilà, non, le youtubeur que l'on connaît tous. On aura également le Roi Louis ainsi que le Loup 5.1 qui viendront nous parler de leur expérience en tant que youtubeurs français dans l'univers du jeu vidéo et de la nostalgique, on va dire. Et si on a le temps, je sais combien vous aimez les quiz, j'ai donc demandé à Laura de travailler un petit peu pour une fois et de nous préparer un petit quiz sur Star Wars et sur Toy Story. Voilà un peu le programme de l'émission d'aujourd'hui. Alors, qu'on commence dès ce pas et on va continuer avec l'interview de Bob Lennon. L'Entre du Geek, sur Happiness. Il y a des personnes qui ont créé le YouTube français et c'est le cas de notre invité en direct du Retro Game Festival. Alors si je vous parle de jeux vidéo, Minecraft, humour et surtout Pyro Barbare, vous aurez bien évidemment reconnu Bob Lennon. Bob, bonjour. Bonsoir, je suis Bob Lennon. Et ça rend moins bien quand il y a de l'écho. C'est parce que t'as vraiment l'impression le mec il est tout seul. Ouais, bonsoir, tu sais, il est devant son miroir tous les matins. C'est la magie du direct. C'est ça, la magie. Alors tu as commencé en 2011 notamment avec Fanta dans des vidéos guides pour Minecraft. 2010, regarde, dès le début. Hein, c'est le sketch des inconnus. Non, mais je suis bien placé pour le taf. Je suis bien placé pour le savoir, je touche une rente à vie. Alors du coup, comment ça s'est passé en 2010 ? J'ai été recruté. À l'époque, je jouais simplement sur un serveur Minecraft et je faisais une petite ville qui s'appelait Nouvelle-Azur. J'étais très content de mes architectures, j'étais très content de tout ce que je faisais. Rien de bien folichon, mais quelque chose d'un peu cohérent et de joli. Et Fanta, à l'époque, faisait le tour des serveurs pour filmer justement des environnements qu'il trouvait beaux. Il avait déjà 1000 abonnés et il m'a demandé de présenter ma ville. Je l'ai fait et j'ai tellement été un trublion exubérant, plein d'énergie, un personnage de boîte de céréales, j'aime beaucoup cette comparaison, que il s'est dit mais en fait il faut que je le filme comme on filme le lapin dans la pub Nesquik en fait, il faut que je filme ce gars et ça a explosé, ça a bien fonctionné à partir de là, donc c'est lui qui m'a recruté entre guillemets comme ça, et moi je suis oui, j'ai rien d'autre à faire, je suis au chômage de toute façon, donc voilà, on gagne un temps fou somme toute. Et du coup, c'est parti de son idée. C'est pour ça que je serai toujours reconnaissant d'avoir été le bras qui m'a tiré vers le haut, le propriétaire du bar qui m'a dit t'as une jolie voix, viens chanter quoi. Enfin, viens chanter dans mon cabaret. Bon, il m'a pas dit que ce serait du nu, hein, mais je me suis adapté, bien sûr. Du coup, j'imagine que tu avais un attrait déjà sur Minecraft. Oui. Qu'est-ce qui te plaisait dans ce jeu ? La création, c'est l'aspect bête de pouvoir créer ton truc avec des ressources quasiment illimitées. Elles le sont techniquement pas, mais elles sont faciles à trouver, faut pas déconner. Donc, à partir de là, c'était communautaire. En plus, c'était un petit serveur, on était plusieurs à construire des choses. Écoute, il y a des gens, pour se défouler, il faut qu'ils aillent à la salle, ou alors il faut qu'ils aillent dans un sac, ou il faut qu'ils cassent des choses. Il y a d'autres, pour se défouler, il faut qu'ils construisent des barrages, il faut qu'ils fassent des ponts, il faut qu'ils fassent des murs, il faut qu'ils fassent des fusées. Je fais partie de cette seconde catégorie. Quand j'atteins des moments de
surtension ou de surcharge morale dans ma vie ou autre, généralement, on me retrouve très vite sur un jeu où il faut construire une petite ville, ou mettre des cubes les uns sur les autres. C'est le réflexe Lego, en fait, entre guillemets, c'est pour ça. Donc j'imagine tous les jeux de gestion, tout ça. Oui, alors. C'est Kaiser 2 ou... Ouais, moi j'adore. Tu vois, les jeux de gestion comme ça, Kaiser 3. Oui. J'adore absolument. Après, ça a différentes formes de comme ça. Je sais, par exemple, Fred, genre du grenier, lui, ce qu'il aime bien, c'est les jeux de gestion avec des chiffres. Mais genre avec des statistiques. Il faut qu'il y ait, il faut qu'il y ait des trucs numbers must go brown, tu vois, il faut que ça stonks pour ça. Moi non, tu vois, je me suis éclaté sur des séries de jeux comme House Flipper ou autre, où t'arrives dans une maison, c'est une épave, tu repars, elle est repeinte et t'as mis des photos bizarres et étranges sur les murs et tu fais voilà, la garderie est ouverte. Donc en gros, t'es un fan d'Animal Crossing, tout ça, tu fonds juste. Pas du tout. Alors pas Animal Crossing, non, parce qu'il faut quand même qu'il y ait un minimum. Il faut pas que ce soit juste un jeu que ce soit joli pour être dans l'aspect social. Il faut qu'il y ait un minimum de pas forcément d'enjeu, mais il faut qu'il y ait un minimum de cubes en fait. C'est pour ça. Paradoxalement, tu vois, je parle des Lego, mais j'ai pas fait les jeux des séries Lego, genre Lego Indiana Jones, Lego Star Wars, Lego Harry Potter. Ça m'intéresse pas. Ils sont vachement bien, mais ça m'intéresse pas. Je suis là, bah oui, mais c'est juste pour les personnages. C'est pas pour l'action de construire ou de bâtir des choses en fait, ce qui est la chose qui m'attire. Alors tu t'es également pas mal diversifié, renouvelé au cours de ces 15 dernières années. Et j'avais dit ce que je me suis renouvelé, c'est inexistant. J'ai toujours été le même connard. Mais t'as lancé quand même d'autres projets, t'as notamment le stream de la propreté. Oui. D'où t'es venu en fait cette idée-là? Le streaming, alors avant même le stream de la propreté, ça c'était juste le nom parce que c'était très drôle. La propreté, c'était à cause de Ken Bogard, parce qu'il disait quand il commentait du versus fighting, ça c'est propre, ça c'est pas propre, ça voilà. Dans la propreté, ça m'a toujours fait rire. Et le streaming, en fait, pour moi, était la manière de montrer des jeux que je ne pouvais pas montrer sur YouTube. Parce qu'ils étaient YouTubables, ou c'était les jeux qui durent 200 heures, ou c'est des trucs de gestion, exactement, hein, c'est pour ça, hein, c'était des trucs compliqués. J'avais fait des séries sur XCOM, et XCOM, par exemple, le dernier jeu XCOM, je dis les derniers jeux, mais ils sont sortis il y a 10 ans maintenant. Mais ces jeux-là, si tu fais des séries YouTube dessus, ça crève. C'est 300 épisodes, chaque épisode dure 2 heures, enfin, on n'avance pas. Alors que si t'en fais une espèce d'émission hebdomadaire qui avance et que toi tu progresses, que tu peux rejoindre à n'importe quel moment et que les gens ont l'habitude de suivre en stream, pour moi c'était l'occasion de chanter à la volée. Voilà, c'est mon travail, c'était de chanter dans un cabaret en tant que youtubeur et de sortir des vidéos bien chiadé, préparé, spectacle, voilà. Et de temps en temps, je prends ma guitare, je vais dans la rue, je mets un chapeau, puis on voit ce que les gens donnent ou si ça leur plaît. C'était mon état d'esprit, ça. L'équilibre des deux me permettait à la fois d'avoir la rigueur de faire des choses un peu chiadées et un peu préparées qui nécessitaient une certaine quantité d'énergie, et l'autre, le Twitch, me permettait d'être plus naturel, plus direct et surtout plus interactif avec les gens. C'est l'intérêt du stream. Donc c'est ça, en fait, toi, ton objectif reste quand même l'interaction avec tes fans, avec les gens qui te follow. Oui, et même de manière indirecte. J'imagine dans ton questionnaire, tu parles du livre à un moment, oui. Peut-être. Très bien. Et ben, le bouquin, c'est le même principe. Lorsqu'on m'a proposé si j'avais envie de faire des livres, des choses comme ça, la première chose que j'ai dit, c'est non, je n'ai pas la compétence intellectuelle pour être un bon romancier. Être un bon romancier, surtout en plus, je me mets la barre haut, entre guillemets, parce que on pense à Asimov, qui lui, à défaut d'être un excellent romancier, est un excellent scénariste. Oui. Il a un bon sens du twist, un bon sens de la discrétion. On parle de Moorcock, par exemple, Michael Moorcock. Alors lui, à défaut d'être un excellent scénariste, c'est un excellent littéraire. Enfin, c'est tout ce qu'il écrit est beau, c'est fantastique. Les descriptions sont exceptionnelles. Il te sort des adjectifs que t'en as jamais entendu parler et que Shakespeare il savait pas que ça existait. Enfin bref, le gars il a une plume qui est exceptionnelle. Donc je me suis inspiré que des plus grands pour essayer moi de faire quelque chose de médiocre, d'émuler. Mais je savais que c'était pas mon super pouvoir. Si ça avait été mon super pouvoir, j'aurais écrit des romans depuis le début. C'est clairement pas ça. Non, j'ai choisi des livres dont vous êtes techniquement le héros. Je rajoute ça, mais la licence est déposée. Donc c'est pas ça, mais voilà. Des histoires que je choisirais parce que c'est ce principe d'interaction avec le public. C'est le principe d'être un conteur finalement. C'est ce que j'ai toujours été. Donc le fait de pouvoir dire, hey, et si tu prenais ce personnage-là, et si tu prenais cette mauvaise décision, et si tu prenais cette excellente décision, qu'est-ce que tu veux faire et sans jamais trop punir le joueur, à part pour des trucs très bêtes du genre, est-ce que tu vas aller caresser le dragon? C'est une idée à la con, Timmy, tu vas mourir. Ouais, dans certains idées. Là, pour le coup, non. Là, on te prévient en disant, mec, tu vas le faire, puis tu meurs et t'as un achievement parce que t'es mort comme un caca. Mais c'est pas grave, c'est bien. Mais en même temps, voilà, il y a des limites. Mais
tu vois, on est encore dans cette interaction avec le public. C'est juste que plutôt que de prendre des marionnettes et de faire Guignol où est le gendarme et de mettre des coups de bâton à ma propre main, j'ai décidé de faire ça en bouquin et de laisser le gamin choisir si oui ou non il veut prendre des coups de bâton. Donc, du coup, justement, tu parlais de tes livres, je pense notamment à la saga de Billy. D'où vient l'idée de Billy et surtout de son ami le Pyro-Barbare qui est Pyro-Barbare, bien sûr, c'est l'émulsion du personnage que j'avais créé pendant une dizaine d'années, avec laquelle la plupart des gens ont appris à me connaître. Alors c'était le personnage de Skyrim, qui lui aussi finalement n'est pas Bob Lennon. Les gens disent Bob Lennon, le Pyro-Barbare. Non, le Pyro-Barbare c'est différent de Bob Lennon. Le Pyro-Barbare il n'est que dans la série Skyrim, il n'était pas ailleurs. Enfin, c'est vraiment que les gens aient fait cette conflation, ce mélange, alors que pas du tout. Si tu veux, c'est comme c'est Buzz l'éclair. Non, c'est pas Buzz l'éclair. Là, il est en train de jouer à un autre perso. Mais c'est pas grave, c'est Buzz l'éclair, c'est pas important. Toujours est-il que ce personnage du Pyro-Barbare était celui que les gens connaissaient entre guillemets le plus et qui me permettait d'en faire un sidekick. Vu que dans leur esprit c'est un personnage qui est invincible, et qui ne peut pas être vaincu, qui ne peut être que le meilleur si tu veux, dans ce cas-là tu te retrouves avec une impasse. Tu ne peux pas faire les aventures de ce personnage-là parce qu'il ne peut pas être mis en condition d'échec. Ou s'il est en condition d'échec, ça doit être forcé ou alors ça doit être forcément exagéré. L'idée de créer un Billy parce que c'est un nom générique qui moi me fait rire, était littéralement de créer, c'est une idée inspirée des dessins animés des années 90. Il y avait énormément de dessins animés comme ça, Mighty Max, des trucs où un protagoniste qui n'est qu'un enfant se retrouve avec des pouvoirs ou des responsabilités qui sont beaucoup trop excessives par rapport à son panel de compétences, et il est entouré de gens qui sont 10 000 fois plus compétents dans leur domaine que lui. Là, il est généralement l'archétype du gamin avec un gros musculeux à côté qui connaît l'histoire du monde dans lequel il évolue mais ne connaît pas où il est. Ça existe depuis le début. Donc du coup, toi, si j'ai bien compris, ta recherche en fait dans le jeu de rôle, c'est surtout aussi d'incarner un archétype que toi tu as aimé quand tu étais plus jeune. Oui, bien sûr, ou de m'en servir comme vecteur narratif. Mais le truc, c'est que vraiment, l'idée était, je ne peux pas produire des dessins animés du samedi matin comme tels que moi je les ai vécus. Et de nos jours, les gamins, ils ont plein de trucs, mais bon, ils ont Miraculous, qui est très bien, et ils ont Pas de patrouille. Et même ça commence à se faire vieux. Il y a sans doute des trucs qui sont sortis maintenant, avec lesquels les jeunes s'abreuvent et que j'ignore totalement ce que c'est. Et je peux pas faire de shonen, même si c'est une autre branche, mais ça, encore une fois, c'est pour les gamins un peu plus vieux. Et je me suis dit, eux n'ont pas eu ça. Eux n'ont pas connu ça. Non, eux, ils ont eu le Covid, ils ont eu la crise, ils ont eu Macron, voilà, on n'y est pas. Tu vois, moi je suis c'est pas top. Voilà, c'est pas top. Et en termes narratifs, je suis désolé, Fortnite c'est pas ça. Fortnite c'est très bien parce que, comme Benzaï avait dit, je trouve que c'est une excellente comparaison. Fortnite c'est les Action Man, c'est les Barbie, c'est leur Barbie de l'époque. Pourquoi ? Parce que dans Barbie il y avait tout. Il y avait la Barbie Obama, il y avait la Barbie blonde, il y avait la Barbie hôtesse de l'air, il y avait la Barbie Sterling, il y avait la Barbie espionne, il y avait tout. Les Action Man c'était la même chose, mais Action Man c'est juste Barbie, mais c'était pour les garçons entre guillemets, voilà, et tout le monde pouvait se servir des deux, tu vois, il y a moyen de, Mais Fortnite c'est le même principe. Avec Fortnite maintenant tu peux prendre Dark Vador qui boit une bière dans le fauteuil d'Homer Simpson à côté de Rick, de Morty et de Sasuke si tu veux, en mode Sharingan. Ils ont même mis les Power Rangers qui est une hérésie totale. Voilà, c'est pour ça. Donc en fait c'est juste un hub de jouets, mais ce n'est que ça, un hub avec des jouets. Il n'y a pas de narratif ou d'histoire derrière. Tu vas me dire, et si, il y a plein de saisons, il y a plein d'histoires, plein de choses. Oui, mais tout le monde s'en fout. C'est pas ça qui va marquer les esprits. C'est-à-dire, dans 30 ans, ils vont pas s'inspirer des narratifs Fortnite pour écrire des bouquins, les gamins. Parce que c'est pas littéralement suffisamment charnu pour pouvoir leur donner un mode d'emploi, entre guillemets, une espèce de voie, la fameuse... Alors je sais que je m'étends beaucoup et je suis en train de partir de l'adolescence, mais tu connais c'est pas le cycle du héros, mais comment ça s'appelle ? Le cercle du héros, cette espèce de truc narratif où t'as un héros, il y a un vieux monsieur, il vient lui apprendre des choses, il s'entraîne, il en chie, il y a un événement de rupture, généralement la mort du vieux monsieur qui lui a appris des choses, il a une période de dépression, il s'entraîne et il revient victorieux. Tu vois, c'est cette espèce de cercle, je ne sais plus comment ça s'appelle, ouais, je sais plus. Il y a le cycle, mais il y a un terme comme ça. Mais ça n'est qu'un archétype. Un archétype dont tu peux t'inspirer, mais tu peux aussi t'inspirer des archétypes qui, toi, t'entourent dans ta vie. La plupart des auteurs font ça en parlant de leur trauma. Ils font généralement du trauma dump dans leur propre bouquin. C'est ce qui arrive. Hein. Tu prends une auto, tu prends des trucs comme ça. Ce qui est respectable parce que ça donne beaucoup de profondeur à la chose. Mais moi, ce que je voulais donner, c'était pas forcément de la profondeur, c'était pas de la profondeur, mais de la couleur.
Voilà, je voulais donner autant de couleurs et de contrastes et de panels de couleurs que moi j'avais eu quand j'étais gosse, où je me prenais des boîtes de céréales et de jouets dans la gueule pour Noël, si tu veux. C'était une folie, les rayons étaient une folie. Les jouets étaient créés avant les séries, si tu veux, pour te dire à quel point. Donc moi, dans l'idée, je me suis dit, si je devais lancer une série de jouets, qu'est-ce que je ferais avec ce bouquin? Parce que c'est bien ça qui te donne le plus de fun. Au-delà de ça, essayer de rendre ça un peu absurde et un peu drôle à lire de manière à ce que même les adultes puissent s'en amuser, parce que pour moi c'est la leçon que m'a appris Shrek 2. Si tu fais un bon film Shrek, les enfants s'éclatent parce qu'il y a beaucoup de couleurs, mais les parents s'amusent aussi. C'est le but en fait, de faire en sorte que tout le monde s'éclate. Et si tu arrives à avoir cet équilibre-là, c'est un bon spectacle et tout le monde s'amuse. Alors justement, on en a parlé un peu tout au long de cette interview, de cette évolution qu'ont maintenant les jeunes et du média. Toi qui as connu les débuts de YouTube, qu'est-ce que tu penses maintenant du YouTube actuel? Et encore, attends, je tiens juste à une correction là-dessus. J'ai dit pas mal de choses, par exemple sur la jeune Fortnite, il n'y a pas d'histoire, des choses comme ça. Ça se trouve, je suis un vieux con, j'en sais rien du tout. Après tout, j'ai pas passé 4000 heures sur Fortnite. Ça se trouve, là, des gens qui sont en train de nous écouter ou de nous voir sont là, mais il déconne. Attends, en plus, il y a eu la saison 29 qui est sortie, ça a tout chamboulé. Stacy est sortie avec Brad alors qu'ils avaient rompu. Non mais, vous vous rendez compte que c'est la même chose? C'est comme si ma grand-mère regardait les histoires et les bouquins que je lisais, genre Elric, Conan et tout, en disant mais Conan c'est de la merde, c'est un mec, il est en slip, il va taper un espèce de monstre ou un serpent fait la taille de sa bite, et puis après c'est terminé, c'était un peu dur. Non, moi j'ai regardé les Feux de l'amour, gamin, et il y a 4700 saisons, genre tu sais, non mais tu sais voilà, on en est à ce degré de débile, 4700 saisons, 10 acteurs, donc à un moment tout le monde a couché avec tout le monde et a divorcé 3 fois, tu vois, non mais c'est une folie, donc voilà, donc pour moi, c'est même si mon discours peut paraître très chauvin dans les normes en disant ouais, moi mes dessins animés étaient meilleurs et Fortnite c'est de la merde, c'est pas ce que je souhaite exprimer. Chaque génération dit ça. Voilà, évidemment, chaque génération s'inspire de ce qui a été le pilier, entre guillemets, son pilier narratif, son pilier de cycle, son pilier de mode d'emploi, entre guillemets. Donc je ne m'attends pas à ce que ma grand-mère, si elle eut écrit des livres, n'ait pas sorti un Feu de l'amour médiocre. Mais avec toutes les parties qui, elles, lui ont plu. Voilà, elle va forcément pousser sur ces aspects-là. Donc moi, j'essaie de faire découvrir aux gens ça. Et ça a eu de la chance parce que c'est sorti en 2020, donc c'était juste avant le Covid ou autre. Et l'époque était, je vais pas dire cynique, mais elle était très... On sortait juste des films Star Wars qui avaient été gâchés parce qu'ils avaient... Les expectations avaient été renversées. Voilà, tout était subversif. Et moi, je voulais pas donner quelque chose de subversif, je voulais donner quelque chose d'absurde. Parce que ce qui est absurde, ça peut être drôle. Tu prends Alice au Pays de Merveilles, c'est de l'absurdisme de A à Z. Et pourtant, rien n'est subversif dans Alice au Pays de Merveilles. Tout est entre guillemets très attendu, alors que rien ne fait sens. Donc, c'est ce que je voulais exprimer, et ça allait à contre-courant de l'époque, et apparemment ça a bien plu parce que les gens étaient gavés de ça, mais ils n'avaient pas encore le droit d'exprimer. Maintenant, ils ont le droit d'exprimer, donc c'est différent. Donc pour toi, c'est ça en fait, ce qui fait la beauté du YouTube actuel, c'est la possibilité de s'exprimer comme on le souhaite. Alors ça non, ça c'est totalement un autre sujet. Moi je parlais des bouquins encore, je parlais du procédé narratif et du reste. Pour le reste, sur le YouTube et le Twitch, je me contente d'être un gars drôle et de dire de la merde en même temps que je joue à des jeux vidéo qui sortent évidemment, mais je joue de tout, je touche à tout. Alors là, dernièrement, tu as participé notamment à un épisode de Red Bull Geo Gamer. Ah oui. Je voulais savoir du coup, t'es bon en géographie ou pas du tout? Alors la vraie géographie, non. Si, quand même, évidemment, j'ai une notion pas complètement débile, et je peux te citer des États américains, et je peux te citer des pays sud-américains, mais si tu me demandes de placer tous les pays très précisément au Moyen-Orient, en Argentine, en Afrique, en Chine, bon, la Chine c'est facile, c'est la grosse Chine, voilà, mais si tu me demandes de placer 3 régions chinoises, ah mon gars, on n'y est pas. Non mais c'est voilà. C'est compliqué. Non mais évidemment, donc en géographie, oui, j'existe, mais pas spécialisé dedans spécifiquement quoi. Alors j'avais une dernière question. Quels sont tes projets là pour l'avenir? À court terme ou à moyen terme? Eh ben, j'avais pour projet, c'était moins des projets plus professionnels que personnels. J'avais pour projet d'essayer de refaire ma vie, ma fiancée, donc là, pour le coup, c'est une chance, j'y arrive. Avec de la chance, je vais me remarier, ça va bien se passer, ça aussi, hein, je n'apprends pas de mes erreurs. Et...
À son plus grand bonheur. Après mon divorce, là, j'apprends pas de mes erreurs. Let's go. Non, et que ça veut dire que j'ai pas perdu espoir, c'est pas non plus mal. Et là, mon gros projet, c'était d'acheter une maison. D'acheter une maison. T'achètes pas réellement une maison, tu prends un emprunt de bâtard. tu t'endettes sur 130 ans et ils te disent c'est bien, vous avez acheté la maison. Mais ce papier nous donne le droit de vous pendre par la peau des burnes si vous arrêtez de donner de l'argent. Pour moi, c'est pas un achat, tu vois, voilà. C'est pas un droit de conquête. Tu n'es pas revenu de 30 ans de légionnaire pour qu'on te donne un bout en Sardaigne. C'est pas en Toscane, ça n'est pas passé comme ça. Donc oui, voilà. Mais c'était ces plans-là. Le plan était plus sur l'aspect personnel que sur l'aspect professionnel, parce que sur l'aspect professionnel, en absolu, je fais des vidéos, je dis de la merde, je fais du Twitch, je fais du YouTube, je sors des bouquins, ce qui me prend déjà pas mal de temps. Globalement, je ne vois pas quel genre d'extension supplémentaire je pourrais me livrer. Je serais très ouvert à l'idée de me livrer à des extensions supplémentaires. C'est juste que j'ai pas d'angle avantageux qui me mettrait dans une position forte de par ma nature de conteur. C'est tout. C'est comme si, je sais pas, t'étais vendeur et je te disais, voilà, t'es le meilleur vendeur du monde, mais c'est quoi tes projets ? On m'a proposé de travailler en usine, mais c'est pas la vente. On n'y est pas. Enfin, c'est pas le principe. Donc, je ne sais pas réellement comment je vais m'orienter par le reste de ma vie. Je sais pas comment j'arriverai à m'orienter pour ma vieillesse. Je sais pas comment j'arriverai à m'orienter professionnellement dans les 10 ans qui viennent. Mais je ferai de mon vieux. Je ferai de mon vieux. Je ferai de mon vieux. Ça va bien se passer. J'ai foi. Parce que, écoute, tant que je fais rire au moins une personne, ça veut dire que ce que je fais vaut la peine d'être fait. Merci en tout cas, Bob, d'avoir répondu à nos questions, d'avoir répondu présent au micro de l'Entre-deux-Geeks. De rien. Sur ce, je retourne faire ma sieste. L'Entre-deux-Geeks sur Happiness. On est toujours en direct du Retro Game Festival et on remercie encore une fois Bob Lennon d'avoir répondu à nos questions, à nos micros. Alors avant de recevoir nos prochains invités, à savoir Antoine et Tristan, qui sont d'ailleurs sur le studio. Antoine et Tristan, bonjour, on va pouvoir vous dire bonjour en avant-première. Yes, bonjour. Bonjour. Alors on vous retrouvera tout de suite après. On va d'abord se faire une petite pause musicale et on revient dans l'Entre-deux-Geeks dans quelques instants. C'est l'Entre-deux-Geeks. Toujours en direct du Retro Game Festival pour cette émission spéciale de l'Entre-deux-Geeks, et j'ai avec moi mes invités Antoine et Tristan qui êtes ici pour votre chaîne AT-AT. Ouais, Star Wars AT-AT. Exactement. Sur YouTube. Sabrina, tu connais ou pas du tout ? Excuse-moi, je te prends dépourvu là. Sabrina pensait être tranquille dans son coin et non. Non du tout, avec Laurent on gérait l'aspect visuel, communication sur les réseaux en fait. C'est bien, je vois que je vous ai bien appris les choses. Alors, première question que je voulais vous poser, d'où vous est venu ce goût de Star Wars ? Parce que clairement c'est ce qui fait tout votre univers. Ok. Alors vas-y Tristan, je te laisse la vais. Alors, en un seul mot, le ski. En fait, on était parti skier avec notre famille, et puis le soir, en rentrant du ski, quand on était complètement fatigué, etc., on était tout petits à l'époque. On s'est dit, tiens, on va regarder Star Wars une fois, 2 fois, et en fait, on s'est amusé à les revoir, mais plein de fois d'un coup. On s'amusait à revoir 1, 2, 3 la même soirée. Et c'était terrifiant. Les grands malades. Donc, du coup, tu es en train de me dire que tu as découvert Star Wars avec la prélogie. Moi j'ai découvert Star Wars avec la prélogie, ouais. Toi aussi, ouais. C'est une question de génération en fait, Damien. Ouais. Mais je conseille toujours aux gens de le voir comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En vrai, pour moi, en fait ça dépend. En fait, je sais pas. Comme tu dis, c'est une question de génération. Après, je suis un peu plus vieille que vous, mais moi je conseillerais aussi dans ce sens-là parce qu'il y a la cohérence de l'histoire en fait. Après, je sais que pour les purs fans et les personnes, sans être méchante, les personnes plus âgées, elles vont conseiller la première trilogie qui est le cœur qui est le bijou initial, quoi. C'est intéressant ce que vous dites parce que ça c'est un vrai débat pour le coup chez les fans. Comment commencer ? Par quel ordre ? Et George Lucas, typiquement, selon lui évidemment, il fallait partir plutôt du 4, 5, 6, 1, 2, 3. Comme ça en fait on découvre, on sait pas ce qui est arrivé à Anakin. On sait grâce à l'épisode 6 que du coup il y a eu sa rédemption chez Vador. Mais en fait on n'a pas l'épisode 3 avec la chute d'Anakin et le fait qu'il devienne Dark Vador. Donc pour George, lui il fallait commencer par 4, 5, 6. Comme ça ensuite on découvre pourquoi Vador il a fait ça, à la fin il a sa rédemption, mais ça veut dire qu'est-ce qu'il était avant ? Qu'est-ce qu'il était Anakin ? Mais c'était qui Anakin ? Et du coup à la base c'était vraiment cette vision là qu'il avait imposée.
Moi j'avoue, et avec Tristan on est dès 2002, on est quand même assez jeune, à 23 ans, donc on est cousins comme il l'a dit, et en fait on a connu la prélogie d'abord parce que quand on était en 2005-2006, il y avait l'épisode 3 qui venait juste de sortir, donc nous on était vraiment à fond dedans, on s'est dit, et à la cour de récré tout le monde parlait d'Anakin, d'Obi-Wan, on n'avait pas justement cette vision du 4, 5, 6 encore. Donc le 1, 2, 3, on les a poncés complètement. C'était à la mode Star Wars à l'époque. Pas YouTube, mais Star Wars était à la mode. Complètement poussé. Mais vraiment, et c'est venu comme ça. C'est surtout la prélogie qui nous a mis dedans. Et on a eu cet ordre du 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qu'on a commencé au ski. Et du coup, quand vous avez découvert le 4, 5, 6, vous n'avez pas eu ce souci avec les effets spéciaux qu'on peut avoir, justement? Parce que c'est vrai que ça a mal vieilli, on va être honnête. Ouais, si. Le combat contre Obi-Wan... avec Obi-Wan et Dark Vador. Alors, je suis d'accord avec toi, Kouz, mais moi justement, j'ai appris à aimer cette trilogie parce que j'ai mon papa qui est pas un grand fan de Star Wars, mais qui avait déjà vu les Star Wars. On avait le 4, 5, 6 à la maison, et j'avais un petit peu ce péché mignon de regarder toujours le 5 quand je me sentais malade, quand j'avais ci, quand j'avais ça. Du coup, j'avais une attache avec cette trilogie qui était particulière parce que, comme tu l'as dit, justement, on a quelque chose avec cette trilogie originale qui fait que ça nous renvoie à quelque chose d'ancien, de différent par rapport à la prélogie qui est full CGI, là c'est plus nature peinture, et ça a une autre touche, et pour moi je l'ai toujours inculqué comme ça fait partie de Star Wars, c'est comme ça, c'est la suite ou le début en fonction de l'âge. Et du coup, vous pensez quoi de la 3e trilogie alors? J'allais poser la question. Est-ce qu'on met le pied dans le plat tout de suite? On peut y aller alors. Faut dire ce qui est, cette postlogie, sur le moment, on l'a tous adoré. Je dis bien sur le moment à chaud. Pourquoi? Parce que c'était le retour de Star Wars. Tout à fait. À l'épisode 7, je me souviens quand on était sortis de la salle, on était contents, voilà. Mais après, avec le recul, c'est là où la postlogie a commencé à se faire un peu... a eu des problèmes, on va dire au niveau des critiques et surtout des fans, des puristes qui avaient beaucoup de problèmes parce que ça recopiait un peu la trilogie originale. Et avec le recul, évidemment, on en parle de moins en moins sur la chaîne YouTube. Je pense que ça se voit avec nos vidéos. Et de toute façon, aujourd'hui sur YouTube, dès qu'on parle de la post-logie, on a énormément de gens, de puristes en commentaire qui viennent et qui disent pour moi, la post-logie, ça ne fait pas partie de Star Wars. Et des commentaires comme ça, mais il y en a énormément. Alors justement, en parlant de cette post-logie, l'un des griefs qu'ont les fans, c'est notamment le fait que Disney a décidé de totalement effacer tout ce qui était l'univers Legend et autres des comics. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on aurait dû suivre les comics qui sont sortis qui étaient très bien, ou est-ce qu'ils ont bien fait de vouloir proposer totalement autre chose? Moi je pense qu'il fallait faire un mix des deux. C'est ce qu'a essayé de faire Disney sur la fin. Typiquement les sabres laser rouges, maintenant selon Disney du coup les sabres laser rouges, c'est maintenant du coup avec un rituel de sang. À l'époque, dans le Legend, ce que tu disais, on avait plutôt des cristaux synthétiques, c'était du fake. Là ils apportent des éléments. Moi je pense qu'il fallait faire un entre-deux, c'est ce qu'ils ont plus ou moins bien fait, mais le fait d'avoir réécrit en fait ces épisodes, on le voit bien quand il y a l'épisode 7, bon il y a des pistes, Rey on sait pas d'où elle vient, Snoke on sait pas d'où il vient, dans le 8 il meurt, on dit ensuite dans le 8 que Rey vient de nulle part, et dans le 9 on dit qu'en fait c'est la petite fille de Palpatine. On se demande du coup le vrai du faux, et dans le Légende, Palpatine déjà il apparaît forcément, mais il revient aussi, donc il y a des éléments qui sont quand même puisés dans le Légende, on l'a vu avec la série The Acolyte aussi, on a des éléments qui sont puisés à droite à gauche, donc ils essaient mine de rien d'agripper certaines choses, bien que ce soit très souvent, je trouve, assez maladroit. Il faut un truc juste milieu, je trouve. J'ai l'impression, alors c'est pas qu'une impression, d'ailleurs ils l'ont dit eux-mêmes, mais en fait à la sortie du 3e opus, donc l'épisode 9, ils ont annoncé comme quoi ils avaient officiellement remboursé l'achat de Lucasfilm. Disney a déclaré ça. Donc quelque part, peut-être que cette post-logie c'était aussi vraiment l'histoire de rentabiliser leur achat, parce qu'on va dire ils voulaient peut-être moins prendre de risques et miser plus sur un cinéma grand public, familial, tout le monde pouvait venir voir ce film au cinéma en famille. Peut-être qu'ils ont joué sur ça et qu'ils n'ont pas pris trop de risques justement, mais malheureusement c'est ce qui a fait que beaucoup de fans sont restés sur leur faim et sont déçus. Bon, en tout cas on le voit là dans cette interview et aussi au travers de votre chaîne YouTube qui a maintenant presque 130 000 abonnés, ce qui est quand même énorme. Il y a du travail quand même sur vos vidéos, il y a de la recherche. Où est-ce que vous allez chercher toutes les infos justement que vous utilisez? Alors ça c'est une excellente question justement. Alors pour rebondir là-dessus, on a donc plein de comics. Chez moi j'ai une bibliothèque entière avec des livres, des romans qui sont donc, maintenant depuis le rachat Disney numérotés Légende, pour bien nous faire comprendre que c'est plus dans la timeline canon. Il y a des comics aussi qu'on a à droite à gauche. Donc là, une des sources principales, c'est vraiment les comics et les romans qu'on retrouve maintenant à peu près partout. Et ensuite, il existe plein de forums en fait, tout simplement, entre les forums qu'on trouve sur Internet, entre... Comment ? Star Wars Universe qu'on a rencontré d'ailleurs à QC. Oui, tout à fait, voilà, notamment, qui
permet d'avoir des fiches complètes via justement des livres qui sont difficiles d'accès aujourd'hui et de synthétiser tout ça. On leur passe le bonjour d'ailleurs, Star Wars Universe. C'est aussi, alors là on commence aussi à produire un nouveau format de vidéo qui est le format What If. Donc et si par exemple la dernière, donc j'en avais parlé tout à l'heure à la conférence, mais et si Mace Windu avait formé Anakin, qu'est-ce qui se serait passé? Et là du coup c'est de la pure imagination. Donc là on imagine ce qui se passe clairement et puis l'objectif c'est de faire une histoire après sympa qui alternative on va dire à Star Wars. Et sinon on essaie de se cultiver comme on peut. Comme on dit, on n'est pas des experts de Star Wars, hein. on se cultive, mais on n'est pas du tout des experts, on est juste deux fans, deux passionnés qui partagent leur passion en faisant plein de vidéos. Parce qu'on fait aussi le contenu short et TikTok maintenant depuis un moment. Donc, tout à fait. Alors justement, je voulais savoir aussi, est-ce que du coup ce travail sur Star Wars c'est votre activité principale ou vous avez un autre boulot plus ordinaire on va dire à côté? Alors, nous sommes du coup, on a 23 ans tous les deux, donc on est étudiants à côté de ça. Moi je fais des études de kinésithérapie, Tristan du coup. Donc moi je suis en école d'ingénieur à Lille, voilà. Donc c'est pas loin de mauvais. Disons que c'est notre passion, c'est notre gros kiff de faire des vidéos. C'est un peu notre petit moment à nous, on va dire, où on s'enregistre, on coupe un peu des cours, on fait ça. Donc souvent c'est sur les périodes du week-end, parce que forcément avec la période scolaire c'est compliqué. Et c'est ce qu'on dit, parce qu'on a pas mal d'abonnés qui nous le demandent, qui sont aussi étudiants ou lycéens, etc. Nous ce qu'on fait, c'est qu'en fait c'est notre job d'été, tout simplement. On fait à fond les vidéos. Tout l'été, on bûche à fond, on programme des vidéos à l'année. Là typiquement on a des vidéos qui sont prévues jusqu'en février ou mars je crois 2026, donc on a encore un petit peu de marge. On prend de l'avance en fait tous les étés. Il faut trouver ce juste milieu du coup avec les études qu'on priorise quand même mine de rien et notre passion, et on essaie d'avoir donc une récurrence sur notre chaîne YouTube de une vidéo toutes les 2 semaines et des shorts à peu près tous les 3-4 jours. C'est pas facile quand même, hein, parce que du coup il y a quand même des fois où on est un peu la tête sous l'eau. Alors moi en plus maintenant j'ai un contrat d'alternance, donc j'ai plus de vacances, enfin j'ai beaucoup moins de vacances qu'avant. Donc c'est assez compliqué des fois, mais on essaie de trouver ce juste milieu. C'est pas toujours simple. Effectivement, en plus là, depuis 1 an, on a lancé notre propre boutique en ligne, du coup, de boutique de sabre laser. Et c'est vrai que ça rajoute encore plus du boulot, donc ça prend quand même une grosse place dans notre vie, on va dire. Alors justement, ça tombe bien que tu parles de la boutique, je voulais aussi qu'on en parle. Donc c'est altsabers.fr avec le tiret du 6. Ouais. D'où vous est venue cette idée, cette volonté de vouloir faire des sabres laser? Tu veux y aller Tristan ou pas? Vas-y. Écoute, alors tout simplement, faut savoir que depuis, comme on l'a dit à la conférence, on a les sabres laser, tout ça, pour moi c'est ce qui fait Star Wars. C'est ce qui fait Star Wars. Et on a déjà eu plusieurs marques qui sont venues vers nous à l'époque pour nous demander de collaborer avec eux, avec leur marque de sabres laser. Et c'est là que nous est venue cette idée avec Antoine, mais en fait pourquoi on ne lançait pas notre propre marque de sabres laser? Et pour le coup c'est toi Antoine qui a eu l'idée, je m'en souviens. Il a dit on crée une boutique et ça s'appelle AT&T Sabers. Et pareil, comme le nom de la chaîne, on s'est mis d'accord en 2 secondes. C'est ça. Et justement, alors il y a beaucoup de youtubeurs qui vendent des livres. Alors je dis pas qu'on va pas partir là-dessus, il y en a qui vendent des vêtements aussi. Et nous on s'est dit mais qu'est-ce qu'on pourrait vendre avec justement essayer de rapprocher notre communauté, avoir quelque chose qui nous rapproche, j'ai envie de dire, au-delà du fait de voir les vidéos. Et c'est vrai que les sabres laser, ça nous a paru vraiment tout naturel. Et on s'est dit, on va se lancer là-dedans en fait, parce que c'est très clairement ce que les gens voulaient. Et visiblement, ça plaît beaucoup. Ça plaît bien, ça plaît bien. Donc, ce qui plaît, alors moi aussi, moi ce qui me fascine, on va dire ma deuxième grande passion, c'est l'entrepreneuriat, le côté entreprendre quelque chose. Là, on a créé notre première société cette année. Avant, on était micro-entreprise. Maintenant, on est en société enfin. Faut dire que c'est aussi ce côté, on va dire, toucher un peu à la fiscalité. Tout ça qui personnellement me plaisait beaucoup et j'avais envie de développer autre chose de encore plus grand que la chaîne YouTube, et on s'est dit que la boutique de sabre ce serait vraiment ce qu'il y a de mieux en fait en relation avec notre chaîne. Et quand on vous entend, on voit qu'il y a énormément de travail. J'imagine que vous n'êtes pas que tous les deux pour pouvoir faire tout ça. Alors on a quelqu'un qui nous aide pas mal, qui est notre fournisseur, mais il nous aide beaucoup sur beaucoup de points, sur la publicité notamment, sur les conseils pour notre boutique, parce qu'il travaille avec d'autres distributeurs également étrangers, et donc il nous donne pas mal de stratégies. Maintenant c'est là le hic, c'est qu'on n'est que 2 pour tout, le montage, l'écriture des vidéos, le montage, les publications, les réseaux, la publicité. Alors là, on commence juste à aller voir des influenceurs, sur Instagram notamment, pour notre boutique de sabre. Mais pareil, les ventes, on fait tout nous-mêmes. La boutique,
Alors moi je m'en suis occupé pendant 2 mois, j'ai fait que ça à temps plein, pendant qu'Antoine faisait les shorts, il faisait que ça. Enfin voilà, on s'arrange. On s'appelle toutes les semaines, plusieurs fois par semaine justement pour être raccord, parce que du coup comme l'a dit Tristan, lui il est à Lille, moi je suis à Poitiers, donc ça fait quand même une certaine distance et c'est très important, je trouve qu'on a une très bonne relation, on est cousins du coup comme on l'a dit, donc c'est important de beaucoup communiquer là-dessus parce que comme il a dit on n'est que 2, donc vraiment si ça ne matche pas, si on n'est pas sur la même longueur d'onde, ça se perd et là ça fait maintenant bientôt 10 ans qu'on bosse ensemble. C'est ce qui fait notre force. Anniversaire bientôt. C'est bientôt 10 ans. C'est ce qui fait notre force parce qu'on est cousins. Et de tout ce qu'on a entrepris, ça l'a toujours fait. Donc je pense que sans Antoine, perso, j'aurais pas pu. Je ne vois pas avec qui d'autre que Antoine j'aurais fait quelque chose de pareil. Franchement, tu vas me faire pleurer. Du coup, les repas de famille, c'est autour de Star Wars, c'est ça? Ça part que de Star Wars ou... Non, même pas, je trouve en fait. On arrive à faire la part des choses quand on est que avec notre famille, mais quand on est que tous les deux, c'est vrai que ça part vite. Parce que c'est à la fois la passion, c'est en mode t'as vu la dernière vidéo, elle a bien marché, t'as vu les commentaires, ouais putain, on est bien reçu sur les commentaires. C'est souvent ça. On a fait telle vente. Ouais, c'est clair. Autant de ventes. Alors pour revenir sur vos sabres que vous vendez, c'est des sabres qui sont c'est des reproductions de ce qu'on voit dans Star Wars ou est-ce qu'il y a du custom, il y a des choses Ce sont que des sabres, alors ça dépend, on vend plusieurs, en fait c'est une société à l'étranger qui fabrique ces sabres. On va dire qu'il y a plusieurs possibilités. Il y a une collection héritage, ça c'est vraiment les répliques de personnages. Et puis après il y a d'autres dérivés, donc les sabres héros c'est répliques de personnages, mais on va dire voilà, je vous invite à aller voir directement, mais il y a plusieurs collections de sabres. Après la vraie question c'est en fait on a 2 types de technologies différentes. Il y a la technologie RGB où là c'est vraiment des sabres qui sont faits pour le combat avec des lames creuses. Donc ultra résistantes, c'est du polycarbonate les lames, donc c'est le même matériau utilisé dans les boucliers anti-émeute. Ah oui, on peut se battre avec, vraiment ça cassera jamais. Et l'autre technologie qui est un peu plus chère, c'est la technologie Pixel où là vraiment c'est pour les collectionneurs. Là, c'est de la déco là. Là c'est de la déco et c'est aussi beaucoup plus réaliste. Les effets visuels qui sont quand même pas mal et sonores surtout. Et sonores aussi. Gamme, on va dire voilà. Et là on a même une application qui permet de customiser les sabres séparément que par des boutons. Donc la chaîne YouTube, la boutique, j'imagine qu'il y a d'autres projets en devenir ou pas du tout? On finit nos études dans 2 ans. Ça sera déjà pas mal, c'est déjà un beau projet. Ouais. Déjà, on souhaite aller jusqu'au bout parce qu'on veut pas se dire voilà, la chaîne a fait qu'on n'est pas allé jusqu'au bout de nos études. On veut finir nos études. Maintenant, on verra ce qui se passe dans 2 ans. On verra ce qui se passe dans 2 ans. Ça sent qu'il y a un petit truc, mais c'est encore en discussion, c'est ça? Je pense que si on doit vivre de quelque chose, ce sera pas forcément de cette chaîne YouTube parce que d'un côté, je pense pas que je pense que ce sera compliqué d'en vivre parce que on est dépendant d'une marque qui est Star Wars, Lucasfilm, et aussi le fait que c'est trop volatile. C'est un thème qui est très niche, Star Wars aussi, finalement, donc on peut évidemment s'expandre, ne serait-ce qu'à l'échelle française, même si aujourd'hui les vidéos sont traduites en anglais, etc. Donc on peut essayer de chercher pourquoi pas des étrangers, des Américains par exemple, des Anglais, etc. Nous on n'a pas vraiment, en tout cas cette vocation là-dessus tout de suite maintenant, on aimerait bien rester justement sur le côté passion. Ouais, le côté passion en fait, vraiment. Et là on est à 130 000 abonnés, déjà on pensait pas arriver aux 100 000, quand on a eu les 100 000 on était comme des malades, on s'est dit comment c'est possible d'avoir 100 000 abonnés sur Star Wars en France. Sur une niche, c'est ça le truc, 100 000 abonnés ça va. Très niche. Donc pour être lucide, on n'arrivera pas à avoir, je pense, 1 million d'abonnés. Si on y arrive, grand bien nous fasse, on serait hyper heureux. Mais vous reviendrez au micro d'Happiness sans problème. Avec grand plaisir. On félicitera ça. Une dernière question, l'avenir de Star Wars, vous en pensez quoi? Qu'est-ce que vous aimeriez voir qui arrive dans Star Wars? Parce que c'est vrai qu'en ce moment, c'est beaucoup les séries qui sont mises en avant. Alors, The Acolyte, qui malheureusement ou pas, à vous dire, a été coupé. On en pense ce que les fans en pensent. Mais il y a surtout The Mandalorian qui lui marche énormément. Vous, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous aimeriez voir? C'est intéressant parce que du coup il y a le film qui va arriver, donc The Mandalorian and Grogu, qui va arriver là incessamment sous peu. Je crois que c'est au mois de mai si je dis pas de bêtises. Il y a très peu de teasing dessus, très peu je trouve, et j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment un vrai engouement de par les fans. Quand j'en parle avec les abonnés, quand j'en parle même ne serait-ce qu'ici, on nous parle pas vraiment de ça, on nous parle justement de l'avenir. Et moi je suis d'accord avec eux dans le sens où pour moi l'avenir de Star Wars ne se situe plus vraiment dans la saga de Skywalker, mais plutôt dans tout ce qui s'est passé, pourquoi pas carrément dans l'avenir, très tard, raconter d'autres histoires. Ou pourquoi pas dans le passé. Parce que dans le passé, on l'a vu via l'univers légende, The Old Republic notamment, Knight of the Old Republic, tout ça, ils ont des histoires hyper passionnantes et qui n'ont jamais été abordées de façon canonique. Et je trouve que c'est un vrai problème et il y a vraiment de la matière. J'aimerais du coup que l'avenir de Star Wars soit basé là-dessus.
pour l'instant, j'ai pas l'impression que ce soit pour le projet. Mais voilà, mon point de vue sur l'univers de Star Wars, j'aimerais bien que ça aille dans ce sens-là. Je pense aussi, ouais. Ce qui est sûr, c'est que ça va évoluer. De toute façon, comme je disais avant, maintenant qu'ils ont remboursé, on va dire, leur achat à Lucasfilm. Non, mais c'est important Ah oui, vraiment. c'est le terme, Parce que, c'est peut-être un sujet tabou, mais Disney, l'argent. Enfin, je veux dire, c'est comment on est rentable. Voilà. Donc, voilà, c'est un fait, c'est normal. Mais le fait est que, ouais, va falloir qu'ils s'inventent, qu'ils développent. Alors, ils peuvent pas s'empêcher à chaque fois de faire des clins d'œil à la saga. Et nous on aime bien, mais c'est vrai que bon, moi Diacolite par exemple, avec Antoine on l'a vu, on a même fait un live à la réaction quand il y a Dark Plagueis qui apparaît, etc. On était déçus parce qu'il y a Dark Plagueis mais il développe pas, c'est juste un clin d'œil et c'est tout. Et on est resté un peu sur notre fin, donc on espère que la suite va bien évoluer, mais il faut qu'il se réinvente. Il faut qu'il fasse de Star Wars la plus belle saga de toute l'histoire. Ça va revenir. En tout cas, on espère que Star Wars va continuer puisque ça fait vibrer nos petits cœurs à nous de geeks. En tout cas, moi perso, j'adore aussi. Dès qu'il y a un sabre laser, je deviens fou. Merci en tout cas, Antoine et Tristan, d'avoir répondu à nos questions. Merci. On espère vous retrouver très vite. En tout cas, pour le 1 million, ça, c'est posé. Franchement, c'est noté. C'est promis, c'est On marqué. vous Et puis retrouve. en attendant, ils sont là tout le week-end au Retro Game Festival, soit sur leur stand, soit sur scène, parce que vous revenez sur scène demain après-midi. Exactement, on se retrouve demain. Ouais, Demain matin. Ouais. Demain Demain matin matin. à 11h ou 11h30, je sais 11h. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir leur chaîne AT&AT et leur site at-atsabers.fr. Merci en tout cas et restez connectés sur Happiness. C'est l'antre du geek sur Happiness. Toujours en direct du Retro Game Festival, en plein cœur de ce hall 1 où on voit d'ailleurs Richard Darbois et Jean-Philippe Puy-Martin qui sont sur scène. Alors que malheureusement on n'aura pas ça aujourd'hui puisque voilà, problème d'emploi du temps. On les aura demain en interview et on enregistrera ça, on mettra ça sur les réseaux, on passera ça dans l'antre du geek, je pense mercredi prochain. Puisque voilà, on se retrouve quand même comme tous les mercredis de 19h à 21h. Mais en attendant quand même, vu que dans l'entre du geek on aime jouer et que notamment vous aimez beaucoup les questions déconnectées, je me suis dit, tiens, et si on faisait des questions déconnectées ? C'est la question déconnectée. Voilà, j'avais envie quand même de remettre le jingle. Laura, tu nous as préparé un petit quiz au sujet de Star Wars, justement, puisque nos invités étaient là avec nous, étaient des fans absolus de Star Wars. On va voir si nous aussi, et je compte sur toi Sabrina, puisque je sais ô combien tu aimes Star Wars. Non, mais en fait, tu me surcodes sur le sujet et vous allez voir à quel point, chers auditeurs, je suis pourri en fait. Alors, on peut dire les choses, Sabrina, on peut dire que tu as révisé à peu près 3 heures avant ou pas du tout ? Oui, mais pas sur cette thématique-là. Vas-y Laura, à toi. Bon alors, ce que je vous propose pour ce quiz, c'est que je vous pose les questions. Si jamais vous êtes trop en galère, on se fait un carré. Je vous donnerai 4 propositions de réponse. Est-ce qu'il y aura les jokers ? Est-ce qu'il y aura le super moite-moite ? Non, il n'y aura pas. Vous débrouillez après, ça va, c'est bon. Ok, c'est Ça un pancake tombé dans la neige. Après le 31... Non, il n'y aura pas. Bon, vas-y. Bon, on commence facile parce que pour voir si Sabrina s'est vraiment entraînée Qui ou est pas. Anakin ? Ah Alors non, mais quel est le vrai nom de Dark Vador avant de passer Anakin Skywalker. Voilà, ça Attends, va, il n'y avait pas besoin je de... pense que je mérite un point bonus pour avoir donné la réponse avant la question. Ouais, Oh, non, c'était tu l'as fait à obvious. l'envers, en plus. Oui, mais bon, voilà. Bon allez, on continue. Quel est le nom du chasseur de primes qui capture Han Solo dans l'Empire contre-attaque ? Ah, là, c'est un peu plus... Attends, j'ai pas entendu la question. Je répète Vous pouvez pour répéter la les question sourds et les malentendants. Quel est le nom du chasseur de primes qui capture Han Solo dans l'Empire contre-attaque ? Boba Fett. Ah ouais, Sabrina, elle est au taquet. Hein. Elle est vraiment au taquet. Ça se voit qu'elle a révisé. Hein. Non, j'ai pas révisé Star Wars, je te promets. Tu m'accuses à tort. C'est Toy Story que j'ai révisé parce que j'ai pas vu le film. T'as Donc, vu Star Wars ? J'ai vu les Star Wars. on est d'accord que c'est Boba Fett. Oui, c'est Boba Fett. Boba Fett, fils de Jango Fett. Voilà, je m'étais dit peut-être que vous alliez vous tromper entre Django et Boba, mais... Alors, Django, c'est celui qui a... Alors, pour la petite histoire, en tout cas pour nos auditeurs qui ne sont pas des férus inconditionnels de Star Wars, Boba Fett, c'est celui qu'on revoit après dans The Mandalorian, d'ailleurs, qui est un chasseur de primes, qui est à la base un clone, puisque c'est le fils de Jango Fett, qui a servi d'outil de base, on va dire, pour faire tous les clones qui ont servi lors de la guerre des clones. Et sur Kamino, justement, à moins que ce soit des questions que tu avais prévues. Là, je suis en train non, de il n'y a spoiler. pas, vas-y, tu peux... Et sur Kamino, qui était la planète qui a créé les clones, en fait, Jango Fett avait accepté de donner son ADN à une condition, c'était que un des clones ne soit pas génétiquement modifié pour vieillir plus vite et être tout de suite un soldat, mais vieillisse normalement comme un enfant
Et c'est ce qui a donné Boba Fett. Voilà. Tout à fait. Pardon, je fais comme la confiture. Non, vas-y, fais-toi plaisir. J'étale ma Écoute, culture. donne-nous des infos. Bon, alors, 3e question. Qui a entraîné Obi-Wan Kenobi? J'ai un trou de mémoire, mais je sais. Ah, moi je l'ai, vas-y, je te Non, laisse mais faire. vas-y. C'est Qui-Gon Jinn. Oui, c'est Qui-Gon, le maître d'Obi-Wan Kenobi, qui repère donc Anakin. Joué Sur par Liam Tatooine. Neeson. Ouais, qui repère Anakin sur Tatooine et qui comprend qu'il a un taux de médiclorien extrêmement fort et que donc il y a moyen que ce soit lui l'élu. Ça, les Il midi- est tellement mignon, l'acteur, quand il est petit. Il était trop chou. les, Et voilà. les midi-chloriens, ça c'est ce qui a fait hurler pas mal de fans. En fait, à l'époque, je me rappelle encore lors de la menace fantôme, quand on disait que la force venait de petits microbiotes appelés les midi-chloriens, ça leur avait fait péter un C'est câble. avant que la découverte médicale montre l'importance du microbiote. Je pense, ça devait être ça. Bon, question suivante. Vas-y. Bon alors, un peu plus dur. Comment s'appelle la planète natale de Chewbacca? Oh, la Wookieeland. Wookieeland. Ça se tente. C'est le Wookieeland. Choubaland. Bon, est-ce que là, je vous propose du Alors, coup... ah si, je l'ai. C'est en langage Wookiee, c'est comme ça qu'ils le Oui, disent. exactement. Mais Ah, moi, je j'ai veux la la réponse. traduction française. Ah oui, non mais attends, excuse-moi, je suis un puriste, je donne la version originale. Est-ce que je vous la fais en carré, alors, celle-ci? Ouais, vas-y, dans le carré. Alors, réponse A, Kashyyyk. Réponse B, Andorre. Réponse C, Mustafar. Ou réponse D, Hoth. Oh, attends, Mustafar. mais non, Mustafar, c'est Ça me fait rire. Mustafar, c'est là où il y a le combat fratricide entre Obi-Wan Mais et je Anakin. sais, mais ça me fait rire. C'est le premier, c'est comment c'est déjà C'est Kashyyyk. Kashyyyk. Parce que j'ai l'impression que c'est la planète, tu vois, où c'est Star Wars qui rencontre le roi lion, Mustafar. Ouais, non mais c'est vrai, je peux comprendre. On comprendre. pourrait presque rigoler, presque. Voilà. Bon, question suivante. Comment s'appelle le maître Sith de Dark Vador? Ah, ça, Sabrina, tu l'as, le maître Sith. Vas-y, t'as l'air d'être tellement calé. Tu nous montres ta science Star Warienne, là. Alors, tu veux son nom Sith ou son nom civil? Je veux son nom Sith. Alors, son nom Sith, c'est Darth Sidious. Bon, alors son Et nom et civil. j'ai pas dit Dark, j'ai bien dit Darth. Darth Sidious. De son nom civil, chancelier chancelier Palpatine. Valorum. Ouais, parce que Valorum, c'est celui d'avant. C'est celui d'avant. Palpatine. C'est Palpatine qui est lui-même l'apprenti de Darth Plagueis. Voilà, donc celle-là, par exemple, tu me l'as spoilé, tu vois. Voilà. Bon, Mais tu m'as dit étale ta science. J'étale ma science. Oui, mais sur la question d'avant, pas celle-là. Bon, alors on continue. Le maître de Darth Plagueis. Non, Non, bah du coup, celle-là, je l'enlève. Quel personnage dit la célèbre phrase « C'est un piège ?» Ah, c'est. Je l'ai It's fait a avec trap. l'accent. mais It's a trap, It's en a trap, anglais. c'est un amiral Akbar. Très bien, c'est l'amiral Akbar, en effet, qui dit cette phrase. Avec- Tout le monde l'aime. Ouais, ça. La phrase, pas It's a trap. pas l'américaine. Ouais, voilà. D'ailleurs, on l'a totalement oublié après ce mec. Il existe Non, plus. juste pour cette réplique-là. Ouais, mais elle est ressortie à toutes les sauces, même dans Big Bang Theory, il la ressort tout le temps. Ah, c'est génial. C'est génial. Bah oui, elle est drôle. Alors, la suivante. Qui est le père de Kylo Ren? Kylo Ren. Ah oui, Ouais. si, facile. Sabrina, à toi. Vas-y, je te laisse faire. Je sais pas. Comme ça laisse le temps à nos auditeurs de répondre aussi. Mais non, parce que... Non, je sais pas. Alors, Je peux le faire au carré. Non, Non, quand même pas pas. là. Bah, Bah, non, vas-y, Damien, quand même pas. fais-le. Non, pas Quand là. même pas. Alors, il s'agit d'un chasseur de primes qui a un copain très poilu et qui se balade dans un vaisseau. Mais j'ai pas envie de répondre parce que, tu vois, on me pose des questions sur une trilogie que j'ai pas envie de voir. Ouais, je comprends. Mais c'est un mec, en tout cas, il est toujours tout seul. Oui, je sais, c'était les tissors, comme diraient les jeunes des années 2000, avec Princesse Leia. Ouais, c'est ça. C'était Han Solo. C'est Han Solo, son papa, en effet. Et sa maman, du coup? Bah, facile. Sa maman. Celui qui est sorti, c'est la meuf qui est sortie avec Han Solo. Oui, eh ben, comment elle s'appelle? Bah, j'ai pas vu la Mais trilogie. tu viens de le dire, Tu viens de le dire. Je sais. Oh, c'est Princesse Leia. Allez, la suivante. Dans l'attaque des clones, sur quelle planète se déroule la bataille finale? Ah, l'attaque des clones. Mhm. Ah oui, alors c'est pas Non. Kamino, c'est pas Mustafar forcément. Sabrina, c'est pas Kashyyyk, C'est pas Tatooine. c'est pas Tatooine, c'est pas Hoth, c'est pas. Ah, attends. Ça tombe, elle a été citée là. Non, c'est sûr que non. C'est dans une arène. Il y a, Le début, oui. ouais, il y a en plein milieu, il y a Nathalie Portman qui est en mode badass, Ouais. mais je n'ai plus du tout. Vas-y, fais-le en carré. Je la fais en carré. Bah, il y en a que vous avez déjà cité dans le carré. Alors, réponse A, Naboo.
Réponse B, Géonosis. Ah oui. Réponse C, Camino. Ou réponse D, Mustafar. Non, c'est Géonosis. Du coup, c'est Géonosis. Ah, oui, Naboo, c'est c'est le lieu de gouvernance de Padmé, de Nathalie Portman du coup, et surtout de notre cher et adoré Jar Jar Binks. Tout Ah oui, moi Misa, j'aime bien ce très personnage. Tissa adore Jar Jar Binks. Oui. Tissa très content. Ah oui. joli. Tout le monde l'a défoncé, ce pauvre Jar Jar. Il est cool. Oui. Moi je trouve qu'il apporte de la Je fraîcheur. reste persuadé qu'en fait Jar Jar est un apprenti Sith, mais qu'on nous le dit pas. Parce qu'il a loupé Non, l'apprentissage. non, c'est même pas. Non, mais attends, tu m'excuses. T'as tous les droïdes qui sont en train de défoncer les Gungans en 2 secondes, et lui, il arrive. Oh mince, je fais tomber un truc et ça détruit la moitié des droïdes. Non, ça, je suis désolé, c'est un Sith le mec. Mais non. Voilà, on va dire les choses. Sur internet, vous tapez Jar Jar Sith, vous verrez, il y a plein d'images qui prouvent ce que je dis. C'est un complot. On nous l'avait caché. C'est un complot. Tu as Et des grâce à théories. Damien, c'est démasqué. Aujourd'hui, on a levé le voile sur Exactement. Jar Jar Binks. T'as encore d'autres questions ou pas? Oui, j'en ai d'autres, bien sûr. Allez, plus dur. Dans The Clone Wars, quel Mandalorian entretient une relation ambiguë avec Obi-Wan Kenobi? Ah ouais. Ah oui, mais ça, The Clone Wars, je l'ai jamais vu. C'est une honte. Alors, D'ailleurs, c'est j'ai une pas hérésie. vu The Clone Wars, mais je connais le nom parce que quand même, on sait qui c'est l'amoureuse d'Obi-Wan. Ah oui, c'est pas celle qui est dans Mandalorian justement? Eh ben, je peux te le faire en carré. C'est comment celle tu sais qui devient la chef des Mandalores? Oui, je vois exactement, mais j'ai pas son nom. Non plus. Je la fais en carré alors? Bah vas-y. Alors, réponse A, Bo-Katan, Kryze. Réponse B, Satine, Kryze. Réponse C, Ursa Wren. Et réponse D, Rook Kast. Bo-Katan. Oui, c'est ça, Bo-Katan. Eh bien non, ce n'est pas Non Bo-Katan, c'est Satine. Satine? Oui. Mais c'est celle qu'on voit dans Mandalorian? C'est pas celle qu'on voit dans Mandalorian. On la voit pas parce dans le que celle dans Mandalorian. Mandalorian, c'est Bo-Katan. Oui, c'est pour c'est ça. Bo-Katan, mais c'est Bo-Katan, pas elle Bo-Katan. l'amoureuse d'Obi-Wan. C'est D'accord. Satine. Et je savais même pas qu'Obi-Wan avait une amoureuse. en Ah, fait. c'est pas vraiment, c'est pour ça qu'on dit relation ambiguë, parce que les Jedi n'ont pas le droit d'avoir des relations Dis amoureuses. ça, Anakin. À part Anakin qui du En coup fait, devient le grand méchant. ils se sont regardés. Oui, un Voilà. petit peu intensément. Ils se sont pendant 2 regardés secondes. plus de 5 secondes. Et du coup, pour les Jedi, c'est déjà trop. Allez, la suivante. Quel Sith légendaire a appris à tromper la mort selon Palpatine dans la Revanche des Sith? C'est pas. Non, si, c'est Darth Plagueis. Oui, c'est Darth Plagueis en effet. Je confirme. C'est le maître du coup de Palpatine. Allez, une autre. À quel âge est mort Yoda? Ah, waouh. On est à presque 183 ans. Non, moi j'aurais dit presque 900. Alors, est-ce que je vous donne les propositions? Non, vas-y, on va faire un plus ou moins. C'est plus ou c'est moins? Vas-y, Sabrina, je te laisse commencer. 183. C'est plus. 900. C'est 900. Je peux pas te mettre plus ou moins. C'est qui le chef? Mais tu vois, C'est qui tu le demandes, maître tu Jedi? demandes un plus ou moins. Il faut partir d'un sens ou dans l'autre et après revenir. Tu peux pas. Eh ben, 180, 900, bah c'était pour revenir. Tu faisais 1000. Non mais voilà, c'est qui le maître Jedi? C'est qui celui qui a son siège au Conseil Jedi? C'est Bibi, voilà. C'est qui Bibi? C'est la nana qui a rien C'est compris. le pote de Jar Jar. Eh oui, Bibi Bings. Alors, la suivante. Quel acteur joue dans Star Wars et dans Avengers? Ah, ça tient. C'est une question pour toi. Attends, il joue dans Avengers et dans Star Wars. Oui, Ça me dit quelque chose. c'est normal. Non, si, non, c'est dans Birds of Prey ça. Ça devrait venir beaucoup plus vite Non, normalement, Damien. J'allais dire Ewan McGregor, mais c'est dans Birds of Prey, ce truc totalement horrible qu'on a regardé et qui était nul. Si je te le dis, tu vas faire. Mais oui, bien évidemment. Est-ce qu'il est blond? Non, Est-ce qu'il est brun? non. Chauve? Oui. Chauve? C'est c'est Samuel L. Jackson. Bah oui. Bien sûr, Nick Fury Et Mace Mace Windu. Windu, bah oui, voilà, il fait les deux. C'est d'ailleurs à cause de Samuel L. Jackson qu'il y a le sabre violet, puisqu'à la base il ne devait pas y avoir de sabre violet. Et c'est juste que Samuel L. Jackson avait envie d'avoir un sabre de violet parce qu'il aime beaucoup le violet. Et il voulait un sabre Mais différent des autres. il impose en fait beaucoup de choses, cet acteur, dans toutes les franchises dans lesquelles il est. Il y a plein de choix de mise en scène qui sont faits parce qu'il impose. Mais après, quand tu regardes, parce qu'il y a des vidéos du moment où tu as Samuel L. Jackson qui demande à George Lucas s'il n'y a pas moyen d'avoir un sabre d'une autre couleur, et c'est pas imposé en fait. C'est fait, il n'y a pas moyen, et puis tu vois George Lucas qui le regarde, fait, on va voir ce qu'on peut faire.
Et tu sens en fait qu'ils avaient une idée, parce que le sabre violet, l'histoire du sabre violet, il faut savoir que c'est pour montrer que Mace Windu, qui est quand même un maître Jedi, a quand même une connaissance, ne serait-ce que limitée, du côté obscur de la Force. Et que du coup, son cristal, son Kyber crystal, qui est le cristal qui alimente en fait le sabre laser et qui change de couleur en fonction de la personne qui le détient, en fait, avec Mace Windu, est passé entre le bleu et le rouge, ce qui a donné le violet. C'est d'ailleurs aussi pour ça que Yoda, lui, a un sabre vert, parce que on pense, alors ça faudrait que j'aille me renseigner, j'aurais dû demander à nos invités de tout à l'heure, tiens justement, on pense en fait que Maître Yoda, dans son infinie sagesse, ne se considère jamais comme quelqu'un qui n'a plus rien à apprendre et se considère comme un éternel padawan. C'est pour ça qu'il a encore un sabre vert. C'est beau. Voilà, c'est poétique, c'est philosophique même, je dirais. Mais pourtant, Anakin, quand il est padawan, il a un bleu. Non, il est vert. T'es Sûr. On vérifie. Alors attends, vas-y. Attends, ça y est, je t'ai mis un défi là, il faut que tu vérifies. Ouais, non mais pour moi, non. Moi, j'ai vraiment souvenir de Anakin qui se bat avec du... Ah, il se bat avec du bleu, bien sûr qu'il se bat avec du bleu dans le 3. Non, mais même dans le 2. Le sabre padawan. Ah non, attends, il a l'air bleu. Ah non, il est bleu. Allez, qui c'est qui a raison. Voilà. Bah, je sais Finalement, pas. Il y a un truc que je comprends pas. comme quoi. Bon, on a nos futurs invités qui sont là. Laura, t'as une dernière question ou pas avant? Une toute dernière. Combien y a-t-il de films Star Wars au total? Ah, attends, c'est dur. Il y a déjà les 9. Tu rajoutes Han Solo, Tu rajoutes The Rogue One. The Rogue One. Tu rajoutes Holiday Special, qui est juste une horreur. Ça compte pas, ça. Si, ça compte. Est-ce qu'on compte le futur Mandalorian et Grogu? Ah bah non, il est pas sorti. Donc moi je dirais 12. Eh bien non, vous aviez raison avant, c'était 11. C'est 11. On Non. ne compte pas le Holiday machin chouette. Le Holiday Special compte. Avec quand- les Ewoks là? Non, avec les Wookiees. Quand on Ah a, oui, avec quand on a les- le grand-père de Chewbacca qui regarde des vidéos pas très nettes sur un hologramme, je suis désolé, ça compte. Oh non mais Damien, tu peux pas dire Mais ça. si, ça Donc compte. non, je voilà. suis désolée, officiellement il y en a 11. Voilà, donc c'était le quiz sur les 12 films Star Wars de Laura. On se retrouve dans quelques instants, on a nos invités, nos futurs invités qui sont là. Restez connectés sur Happiness dans l'Entre du Geek spécial Retro Game Festival. C'est l'Entre du Geek. Toujours en direct de l'Hélice de Beauvais pour ce Retro Game Festival. On est ensemble jusqu'à 16h et j'ai avec moi deux nouveaux invités autour de la table, enfin trois nouveaux invités autour de la table. J'ai notamment Fabrice Colson, le Loup 5.1 et Jamy. Bonjour à vous trois. Bonjour. Bonjour. Alors pour nos auditeurs qui ne vous connaîtraient pas, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu? Bah alors, moi je m'appelle le Loup 5.1, j'ai une chaîne YouTube depuis 8 ans qui s'appelle le Loup 5.1. On fait de la fiction sur le jeu vidéo généralement ancien, hein, donc le rétro gaming, et la culture pop des années 80, 90, début 2000. Le tout enroulé de mise en scène avec des comédiens, etc. Tu nous entends pas, Fabrice? Non. Si non. Ah, je t'ai peut-être pas remonté assez. Ah longtemps. voilà, merci Voilà. beaucoup. C'est Là, parce c'est qu'il nickel. il prend de l'âge. C'est ça, On est en direct, t'as de la chance. Fabrice. Moi je suis comédien et j'ai le plaisir d'interpréter le rôle de Jean-Patrick Belmont dans la chaîne de Le Loup 5.1 depuis quelques années. Et en tant que comédien, je joue sur plusieurs chaînes YouTube, à droite à gauche, JDG, Rétro Découverte, etc. Ouais, Voilà. C'est vrai qu'on te voit dans plusieurs vidéos sur YouTube. toi. C'est ça, T'es un peu polyvalent, on va dire. c'est ça. Ah, tu nous entends pas peut-être Ah là, ça y Voilà, est, c'est comme j'ai moi. le Ouais, retour. voilà. les aléas du direct. Alors, Eh bien bonjour, moi tu c'est... peux m'augmenter un tout petit peu. Ah. Voilà, c'est mieux. Merci, je te remercie. Donc bonjour, c'est Stéphane Macagno, donc comédien, connu pour Jamiro System sur les réseaux. Et je joue aussi chez le Loup 5.1 où j'ai fait beaucoup de rôles entre un roi, le Louis XVI ou Louis XIV, je sais plus. On avait fait, oui, Louis XIV. Tintin, le Père Noël, Walter et plein de rôles. Alors, je me rappelle du Père Noël, perso. Ah bah voilà, Je me c'est le rappelle dernier. surtout du Père Noël. C'est ça, mais voilà. Donc c'est vrai que vous avez une chaîne du coup qui est très orientée vers les années 80, 90, début 2000 comme vous disiez. Pourquoi avoir cette volonté de travailler là-dessus sur ces décennies-là? J'imagine que c'est parce que ça touche votre enfance.
Alors oui, c'est surtout parce que ça touche l'enfance, parce que ça rassure quelque part, et parce que j'ai un humour aussi qui est assez 80-90. Du coup, ça se marie bien. Moi, c'est même pas mes souvenirs de jeunesse, parce que moi je suis beaucoup plus vieux que ça, donc moi mes souvenirs de jeunesse sont plus loin, mais oui, moi c'est le plaisir de jouer sur cette période-là, parce que cette période-là, moi j'étais jeune adulte à cette époque-là, et puis c'était l'éclat, donc oui. Puis c'est tout le parcours que j'ai fait, ça en fait partie de toutes les références qu'utilise le loup, font partie de moi ce que j'avais dans ma jeune adulte. Ouais. Puis t'aimes bien aussi peut-être le côté fantasy de l'univers, puisqu'on est dans un univers... Et puis l'absurde et l'univers, voilà. La fantasy, ouais, bien l'absurde, sûr. La dramaturgie aussi un petit peu, parce que de temps en temps on est, on fait un peu du sérieux. Il faut mélanger. Et surtout, on n'est pas dans un univers qui est réaliste. C'est-à-dire qu'on a des dragons, d'ailleurs. On est en train d'entendre là actuellement sur scène Richard Darbois. Bon, Richard Darbois, il a interprété un dragon chez moi il y a quelques années. Donc un dragon qui s'appelle Dinky. Et donc voilà, on est dans un univers un petit peu fantasy, avec de la magie, des choses un petit peu... du paranormal. Spécial. Voilà. Il y a pas mal de paranormal, de créatures de paranormal. Ouais, voilà, de quelque chose, des fantômes, des machins, mais le tout dans un humour un peu style Kaamelott, quoi. Alors, par contre, on voit aussi que dans chacune de tes vidéos, c'est très très documenté, puisque tu rappelles quand même des choses très précises. Moi, je me rappelle encore de ta vidéo sur les céréales. Tu parlais des Lucky Charms et autres que j'ai adoré. Ah, c'est vieux, c'est une vieille vidéo, mais oui, elle est... D'ailleurs, tu avais répondu à mon commentaire là-dessus, j'avais adoré. J'étais fan. J'imagine que du coup, ça doit te demander un gros travail quand même pour chacune de tes vidéos. Pas toutes. C'est-à-dire que de temps en temps, je vais faire des grosses vidéos avec une grosse écriture. Je vais me dire, on va mettre en route une grosse histoire. Celles-ci, oui, elles prennent plusieurs semaines déjà en termes de tournage, mais surtout en termes de montage. Mais sinon, non, de temps en temps, on est obligé d'alterner sur YouTube et de faire des vidéos qui sont plus faciles à faire et plus rapides, on va dire, à faire. Par exemple, sur des émissions telles que... là, récemment, j'en ai fait une sur Hugo Délire. C'est des émissions plus faciles à faire parce qu'il y a moins de mise en scène. J'avoue que les Muppets, parce qu'on est dans un univers où les êtres humains cohabitent avec des Muppets, donc les Muppets m'aident pas mal à pouvoir bosser une vidéo tout seul et à mettre en scène tout seul, et du coup à créer une vidéo de toute pièce en 3-4 jours. Pour pas que l'algorithme YouTube nous oublie trop. Donc du coup, toi, alors ça fait, si je me souviens bien, 5 ans que tu es sur YouTube, c'est ça ? 8 ans. 8 ans, pardon. Ça passe vite, on est déjà en 2025. Ça passe vite. Et j'imagine que tu as dû voir une certaine évolution du YouTube Game. Oui. J'ai surtout vu une évolution de YouTube, en fait. YouTube met plus en avant des courtes vidéos désormais. On va dire que la mise en scène, c'est pas très... ils aiment pas trop ça, quoi, sur YouTube. Hein. C'est pas le truc de l'avenir. Donc on fait avec. Hein. On est obligé de faire avec. Donc on a moins de visibilité que d'autres. Mais tant pis, parce qu'on fait quand même quelque chose... je veux dire, la base des viewers est quand même ravi de voir nos aventures, les petites histoires qu'on fait, et puis voilà. Donc on reste pour la petite base, et puis on sait jamais. On sait jamais, de toute façon une chaîne ça peut exploser du jour au lendemain, on ne sait pas pourquoi. Des fois je fais une vidéo, je l'ai fait en 3 jours. Je me dis je m'en fous, c'est pour alimenter avant les gros projets, on va dire. Et puis en fait elle marche. On ne sait pas pourquoi. Elle marche et puis elle fait venir 200, 300 personnes. C'est du pur hasard. Alors pour toi, Fabrice, qui a connu également le monde du cinéma,
Qu'est-ce qui change entre tourner pour du cinéma et tourner pour YouTube? Est-ce qu'il y a une différence ou est-ce que en fait c'est la même chose? Énorme. La différence, c'est que YouTube, tu tournes un épisode ou voire 2 épisodes en une journée, alors qu'au cinéma, on tourne 1 ou 2 minutes. Voilà. C'est le temps de préparation. D'ailleurs, c'est une mauvaise habitude que j'ai maintenant, c'est que je bosse tellement avec des youtubeurs que j'ai pris l'habitude de la rapidité de travailler. Que ce soit avec le look, que ce soit avec rétro-découverte et tout, c'est hallucinant le nombre de plans et de ce qu'on a comme travail en une journée. Les réglages, lumière, tout, etc. Avec un ingé son et une qualité très bonne. Quand je retourne au cinéma, là je vais y retourner pendant 15 jours, pendant 6 jours. Je sais que ça va être de l'attente et on n'avance pas, quoi. J'ai l'impression qu'on n'avance plus au cinéma. Et en télévision, c'est la même chose. Hein. Les séries télé sont un peu plus rapides. Le cinéma, c'est très lent. Mais YouTube, c'est une rapidité d'exécution, quoi. Tu perds pas de temps. Déjà, le temps, c'est de l'argent, littéralement. YouTube, c'est produit quand eux arrivent à produire, mais ils doivent faire ça rapidement. Donc, et c'est efficace. C'est efficacité. Alors que télé et ciné... on perd un temps, mais un temps de fou, quoi. Et pour toi, Jamy, j'imagine que acteur, c'est pas ton métier premier, si? Si. Et du coup, j'imagine aussi que tu as dû voir ce changement dans YouTube, dans la manière de tourner sur YouTube. Oui, c'est vrai que c'est une manière plus efficace, plus rapide, exactement. C'est vrai qu'on a cette habitude-là de faire un ou 2 épisodes entiers quand on tourne ça et d'avoir la ligne de texte qu'on a lu un petit peu, mais finalement on apprend sur le tas parce que vu qu'on tourne pas dans l'ordre, tout ça, donc c'est une exécution hyper immédiate. Et tu te destinais à être acteur pour YouTube ou tu avais... Juste être acteur, moi c'est selon les... Il y a pas ça peut être sur scène, ça peut être en spectacle vivant, ça peut être en caméra, ça peut être n'importe quoi, tant que je joue. Tu peux pas te destiner à être un cran. C'est pas possible. L'intermittence, c'est le métier de comédien. Si tu dis je ferai que ça, tu peux pas. Puis ce serait très con parce qu'il y a énormément d'expérience dans plein de choses qui sont très bonnes. Donc partout où on veut, nous, on y va. Ouais. YouTube, c'est un nouveau truc qui s'est créé il y a quelques années et qui s'est mis en plus, qui s'est professionnalisé avec les années. C'est-à-dire qu'au début, c'était des vidéos entre potes, c'était des trucs comme JDG, ils faisaient avec à 2. Et que maintenant, c'est des boîtes de prod, ils font des cachets intermittents du spectacle, ils engagent des comédiens professionnels. Ça s'est professionnalisé avec les années. Mais avant, tu étais comédien et tout. Et tu étais comédien, clip, télé, ciné, théâtre, opéra et tout, tu vas partout. Tu te destines pas à une seule branche, c'est pas possible. Et justement, pour une vidéo, il y a combien de personnes qui vont travailler sur une vidéo ? Ça dépend de la chaîne. Si c'est chez moi, ça dépend. On peut être très bien. On a déjà fait des tournages avec Fabrice, on était 2. Donc nous 2. Il n'y a même pas de caméraman, rien ? Ah non, faut que je me démerde tout seul. D'accord. C'est-à-dire, c'est moi qui fais le plan, c'est moi qui règle la lumière, c'est moi qui règle... comme pour Robocop. La scène. Oui, aussi, on a fait plusieurs fois des tournages où on était que 2 ou 3, etc. Mais de temps en temps, il y a un pote, par exemple, qui est chef opérateur, mais qui débute, qui vient nous donner un coup de main. Mais sinon, c'est tout, quoi. C'est un peu moi qui gère tout. C'est un peu moi qui gère tout parce que déjà, j'aime bien. Et deuxièmement, on n'a pas le budget. Hein. On n'a pas du tout de budget. Donc, on fait comme on peut. Et ce qui est intéressant aussi, je pense, pour les acteurs, des fois, de temps en temps, c'est qu'on tourne des trucs et puis ça sort qu'un an après ou plusieurs mois après. Alors ils ont complètement oublié. On redécouvre le loup stocke beaucoup. Oui. Le loup stocke en avance beaucoup. Ouais. Il prévoit, il a des idées, il les stocke, il les sort après. Ce que font, c'est une spécificité de le loup. Hein. Ce que font pas beaucoup les autres. Hein. Mais par contre, au niveau équipe, faut pas croire que les équipes sont gigantesques. Hein. Que ça soit rétro-découverte ou même des très grosses pods comme JDG qui ont vraiment les moyens. Au niveau technique, sur le tournage, en fait, moi, j'ai fait l'épisode que j'avais fait sur les bikers, sur le jeu des bikers JDG. En technique, il y a 3 personnes, quoi. Il y a l'ingé son, le caméraman, un support, puis il y a 2 régisseurs, ils étaient 5. Quoi. On a tourné des plans au bord de la route, on était 4, c'est tout. Hein. Il n'y a pas des grosses boîtes. Ils ont pris l'habitude de tourner à équipe réduite, que ça soit une très grosse boîte comme JDG, que des petits. Mais le fait de tourner à équipe très réduite, tu gagnes du temps. Tu gagnes du temps. Donc en fait, le truc, c'est que tu peux abattre plus de... Puis, moi, j'aime bien qu'on improvise, etc. C'est assez cool, les tournages.
C'est-à-dire on sait ce qu'on doit faire, on sait ce qu'on a à faire au niveau du planning, mais généralement on est hyper large parce que bizarrement, même en se marrant, on arrive à être très très professionnel assez rapidos quoi. Et du coup, les plans sont bons. Puis en plus, plus les temps passent, plus on se connaît aussi. Oui, aussi, on sait maintenant, comment on sait exactement joue, comment les uns on travaille avec les uns et les autres, on sait donc, comment on fonctionne. Donc la complicité, elle se fait au fur et à mesure du temps, et plus tu connais les personnes, plus c'est facile à tourner avec. En fait. Alors c'est vrai que je vais revenir sur le côté couteau suisse en fait que tu as, notamment le loup, et notamment sur ce côté musical, puisque tu composes toi-même tes musiques. Tu as même sorti un album nostalgique. Oui, c'était en 2022. Nostalgique. D'où t'es venue cette idée en fait? De sortir un album? Oui, et puis surtout de partir sur des sonorités plus nostalgiques. Un peu électro, un peu dans les électros, en vrai, ce sont que des chansons que j'ai refaites pour l'occasion. D'ailleurs, il va y avoir un nouvel album d'ici quelques temps. En fait, toutes les chansons que je fais, et quasiment, je les retravaille parce qu'une chanson, ça n'arrive jamais à terme, en vrai. Mais des fois, les compositions, en fait, elles datent de 2006, 2007. C'est des chansons que j'ai fait à l'époque et que je remets au goût du jour pour les sortir en album. Après, pour les musiques de la chaîne, je ne voulais pas faire appel à quelqu'un pour faire des musiques alors que je compose. Je préfère faire mes musiques, les remixer, des fois les passer les refaire et puis peut-être les remasteriser ou les recoveriser. C'est jamais parfait, il y a toujours un petit truc à rajouter. Et puis même, de toute façon, quand tu as utilisé une musique, généralement, c'est rare qu'elle colle sur une autre scène. Donc de temps en temps, il y a des musiques qui passent un petit peu partout, mais souvent je fais des musiques qui sont one shot. D'ailleurs, on entend là, je vais mettre en fond Michael Keaton. Oui. Voilà. Est-ce que tu peux nous donner un peu l'histoire derrière ce titre Michael Keaton? L'histoire, parce que pourquoi avoir voulu faire un titre sur Michael Keaton? La base, c'est la petite connerie de Michael Keaton ressemble à Julien Lepers que tout le monde connaît. C'est un totalement. truc quand même qui est depuis les années 90. Mais surtout, pourquoi faire une chanson sur Michael Keaton? Tout simplement parce que j'étais à 3 mètres de Michael Keaton quand j'avais peut-être 14 ans. Lors d'un voyage aux États-Unis et que Michael Keaton, c'est quand même c'est quand même Beetlejuice, c'est quand même Batman. Oui. Donc nous à l'époque, gamins des années 90, on connaît Michael Keaton grâce à ça. Bon, il a fait bien d'autres rôles. D'ailleurs, il est toujours génial, ce mec-là. Donc et le fait d'avoir eu la chance, en fait, mais c'est débile parce qu'on était arrêté à un feu rouge et il y a un gars qui s'arrête à côté de nous. On était tout seul, c'était un dimanche, c'était sur la côte ouest. J'imagine bien la scène, ouais. Et je regarde, et puis le mec il me fait coucou, il était avec son fils comme ça dans son 4x4. Il me fait un sourire, il me fait coucou. Puis la personne à côté de moi me dit « Mais c'est Batman !» Je fais quoi? C'est Michael Keaton? Ah oui. Mais du coup, moi c'est resté. J'ai trouvé que c'était un petit moment magique. Et puis faire une petite dédicace en musique, quoi. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait c'était Julien Lepers qui était en vacances sur la côte ouest. Donc, non, là pour le coup, moi j'arrive à distinguer les deux quand même. Ouais, je sais. Avec son petit 4x4. Et puis c'est vite cassé parce qu'il s'est dit les mecs ils m'ont repéré. On sait jamais. Après. En avant Robin. Justement, toi qui es compositeur également, qu'est-ce que tu penses de ce travail maintenant qui est fait avec l'IA? Je pense à Sono par exemple. Est-ce que tu trouves que c'est une avancée ou pas? Je trouve que c'est assez intéressant. C'est-à-dire que il y a plein de gens anti-IA. Moi je ne le suis pas du tout. Je suis pas du tout anti-IA. Au contraire, les petites musiques que j'ai composées sur mon petit logiciel Magic Music Maker ou je sais pas quoi à l'époque de 2010. Eh bien, ce sont des musiques que je peux repasser là-dedans, les demander en orchestral, les demander en mode jazzy,
Et ça me fait un gain de temps aussi pour certaines vidéos qui sont peut-être moins, qui demandent moins de travail aussi, qui sont un peu plus passe-partout. Ça me fait un gain de temps plutôt que de composer de A à Z pour une petite vidéo qui va peut-être pas attirer beaucoup de monde, mais qui va me faire plaisir de présenter au public. Au moins ça me permet d'avoir un gain de temps et ça me fait une ou deux musiques qui sont les miennes mais repassées dans Suno et donc c'est très bien. Par contre je ne fais pas de composition via Suno et puis ça c'est pas trop mon truc. Alors on va passer un petit peu avant la fin de cette interview à l'instant un peu promo. Jamy, quels sont tes projets là plus prochainement, que ce soit à moyen ou court terme? Au court terme, là je suis en train de faire un montage pour Rétro Découverte, pour l'aube du pixel ou tous les noms qu'il y a maintenant là-dessus pour Edouard. Et je monte aussi sur ma propre chaîne Rumblepad. Je fais aussi de la fiction autour du jeu vidéo. Et après, pour l'instant, il n'y a que ça. C'est déjà pas mal. Fabrice, toi, du coup, tu as un tournage qui va durer longtemps, sur 6 jours, d'après ce que j'ai compris, puisque ce ne sera pas du YouTube. Non, justement, je vais faire un essayage pour faire 5-6 jours sur un long métrage musical, d'ailleurs, qui se passera dans les années 50, à l'époque années 50, dans un port. Donc je serai un marin pendant quelques jours, et puis j'ai encore une ou deux petites choses, et puis voilà. Et puis il devrait y arriver une très grosse vidéo c'est vrai, oui. Fin novembre, crossover entre JDG et Rétro Découverte. Ah ouais. Parce que les photos, on peut le dire, parce que les photos ont été publiées sur les réseaux sociaux. À la seconde. À la seconde, ouais. Alors c'est Fred qui l'a fait lui-même, donc voilà. Bon, on va dire que c'est presque un scoop happiness. Presque. Voilà, c'est ça. Et oui, fin novembre sort le crossover entre JDG et Rétro Découverte, qui est, selon les dires de Fred, la plus grosse vidéo JDG de l'année. Donc voilà. Ah ouais. On a hâte là. Nous aussi, hein. Nous aussi, parce qu'on aimerait savoir je suis impatient de voir du résultat de ce qu'on a tourné, parce que ça va être assez fou. Ouais. Ça a pris combien de temps de tournage pour toi, cette vidéo? 3 jours. 3 jours. Ouais. D'accord. Et pour toi, Loulou, et en extérieur. En extérieur, en plus. En plage, en truc. On a changé plein de fois de décor, ce qui est assez rare justement. Il a utilisé justement le biais de Rétro Découverte pour pouvoir faire de la fiction avec en équipe, etc. Et on a été dans plein d'endroits différents. Ce qui n'est pas habituel chez eux, et ils ont kiffé de faire ça. Bon, en tout cas, on a hâte de voir ça. Et pour toi, Loulou, du coup? Moi, je continue la chaîne YouTube. Il y a plein de gros projets. Il y a de nouveaux personnages qui vont faire leur entrée. Notamment un personnage, je vais révéler le truc, avec un personnage qui sera récurrent, avec Olivier Corolle, qui en fait était la voix de Sonic dans les années 90. Ah oui. Et de GTO. J'ai un gros projet. Alors, je veux pas trop en parler parce que pour l'instant c'est vraiment un projet, mais on va vraiment se tourner vers de la grosse fiction. D'accord. Voilà, de la grosse fiction pour ceux qui aiment la fiction, qui aiment vraiment la chaîne pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une chaîne de mise en scène en fait, avec l'histoire qui est reliée à l'univers de la forêt du Dolby, etc. Et puis sinon, non, on continue les vidéos sympas sur les anciens jeux et puis la culture pop. Cette grosse fiction sera toujours sur YouTube ou? Je ne sais pas encore. Je ne sais pas. Bon, en tout cas, merci à vous trois d'avoir répondu à nos questions, d'avoir répondu présent. Merci de l'invitation. Au sein de Happiness dans le Retro Game Festival. On se retrouve dans quelques instants, juste après une pause musicale. Restez connectés sur Happiness. Bye bye. L'Antre du Geek. On est toujours ensemble dans l'Entre du Geek. Alors normalement on était jusqu'à 16h, sauf que vu qu'on a commencé tardivement, j'ai envoyé un petit message un peu à la direction d'Happiness qui m'a dit: vas-y Damien, c'est toi pour l'Entre du Geek, pour le Retro Game Festival, pour Beauvais. On vous offre un peu de rab. Et donc du coup on a un peu de rab pour faire un dernier quiz Laura, puisque on le disait, c'était le thème de cette année du Retro Game Festival, c'était Star Wars et surtout Toy Story, parce qu'on fête les 30 ans de Toy Story. Du coup Laura, tu as essayé de nous coller sur Star Wars, t'as pas réussi, hein, d'accord? Enfin, si, moi j'étais collé, hein. Non mais toi oui, moi non, voilà. T'as pas trouvé le nombre de films, hein? Oui, si, 12, je suis moi désolé. Moi je les avais, mais Damien il veut mettre un spécial Noël de... Voilà, le Holiday Special marche, je suis désolé. Pas du tout. Du coup on va attaquer maintenant Toy Story, où là ce sera un tout petit peu plus dur.
Bah oui, à partir du moment où vous le regardez pas, c'est sûr. Bah alors, on va attaquer facile du coup, d'accord? Oui. Comment se nomme le propriétaire de Woody et Buzz? Bah facile. Bah vas-y alors. Andy. Oui, C'est écrit sur sa chaussure. D'ailleurs, on va même être très honnête. Pendant qu'on est en train de faire l'émission, il y a justement il y a Woody et Buzz qui sont en train de parler là-bas. Qui sont en train de parler sur Ils sont en scène. train de faire un doublage en fait sur le film. C'est ça, Richard Darbois et Jean-Philippe Puy-Martin qui sont en train de faire la scène de rencontre entre Buzz et Woody. Donc justement, on est pile dans le thème. Et ils sont extrêmement classe. Ils sont du coup dans la chambre d'Andy. Exactement. Voilà. C'est même écrit en grand là sur le... Voilà. Oui, bon là c'est vrai que ça aide un peu trop cette histoire là. Regardez pas l'écran. Combien de volets la saga Toy Story compte-t-elle? Alors, il y a le 5e film qui sort. Après, il y a 2 films avec Buzz sur Buzz l'éclair. Est-ce qu'on compte les 5 films avec celui à venir? Toy Story. Ok, donc on qui compte sont pas sortis. les spin-offs. 4 films plus celui qui va sortir. Voilà, ça fait 4 en effet. S'il y en a 4, le 5e sortira bientôt. Centré sur le personnage de Jessie, a priori. Ouais. Question suivante. Quels jouets sont chargés de repérer les cadeaux de Noël d'Andy? C'est pas la patate, monsieur Patate? Moi j'aurais dit les soldats. Ce sont les soldats en oui. plastique qui sont mandatés pour descendre dans le salon et voir quels sont les nouveaux jouets C'est ça. qui vont débarquer dans la chambre d'Andy. C'était pas pour Noël, c'est pour son anniversaire. Ça commence. Son anniversaire. Oui, ça commence avec son Parce anniversaire que Buzz, et ça c'est- finit avec Noël quand ils ont le chien. Oui, c'est c'est ça. Que sent l'Otso? Hein? L'Otso, l'ours en peluche. Vous vous rappelez de L'odeur, l'Otso? c'est ta question. Que c'est sent l'Otso? L'odeur. Quelle odeur sent l'Otso? Alors c'est pas un ours en plus violet. Non, il est rose foncé. Oui voilà violet. Ils sont pas c'est pas un truc genre la patate ou un truc comme ça enfin. Non. Non la violette. Non. Non. Il est violet, alors il sent la violette. Bah on sait jamais. Il est rose. Bah il sent la rose. Il est rose-rouge. Et ben il sent la rouge. Il Il sent la rouge. La Ils fraise. sont le Il coquelicot. sent la fraise, oui. L'Otso sent la fraise. Le coquelicot aurait pu marcher j'avoue. C'est un malentendu. C'est la folie. C'est la folie. Là dans le hall 1 c'est la En folie. même temps, on vient d'avoir, pour être très clair avec nos auditeurs, pendant que toi tu étais une interview, avec Laurent, on a assisté quand même à 4-5 doublages de grande qualité. On en a pris plein les oreilles, plein les mirettes. Ça montre encore à quel point en fait le doublage c'est vraiment un métier à part entière, c'est de l'acting et c'est d'ailleurs pour ça et je comprends tout à fait qu'ils ne veulent pas être appelés doubleurs mais acteurs voix parce que en effet avec la voix c'est de l'acting, c'est pas simplement parler comme ce qu'on fait nous là à l'antenne. Avec ta voix, t'as jamais pensé à faire comédien de voix, Damien? Honnêtement si, je me serais bien vu, je sais pas, en tant que futur Ranger vert. Je sais pas pourquoi. Et voilà, encore Power Rangers de placer. C'est lequel le Power Ranger qui parle le moins? Je sais pas. Ah, parce que sinon t'aurais été parfait dans le rôle. Celui qui est bâillonné à chaque épisode. Alors, comment s'appelle l'enfant qui tyrannise les jouets? Sid. Bien, bravo. Elle était au taquet. J'ai révisé. Alors, je vais faire plus dur. Combien de moutons à Bergère? Ah bah ça, je sais pas. 3. Attends, non. Si? Ouais, c'est Sabrina qui a raison. Elle en a Tu le 3. savais ou t'as fait un hasard? Bah, en fait, j'ai vu des extraits du film. J'ai pas vu, je suis désolée, chers auditeurs. Mais c'est des scènes dont je me souviens. D'accord, ok, bah 3. On complexifie un petit peu Le alors. nom des moutons. Non, ils en ont pas, je crois pas. Comment s'appelle le cheval de Woody? Ça, je sais pas. Attends, ça, si je l'ai. C'est. Ah, mon Dieu! Ah, on le voit dans. C'est pas mon Dieu. Dans Toy Story 2. Ah, Et dans le 3. et dans le 4. Oui, non, mais oui. Et peut-être dans le 5. C'est pas Fan la bise, c'est un. Non, c'est. Alors, si vous voulez, j'ai des propositions. Ouais, je peux vas-y. la faire au carré. Oui. vas-y. Jumper, Rapido, Pile poil. Pile ou Rex. poil! C'est pile poil! C'est pile poil. C'est pile poil la bonne réponse. C'est pile poil font la bise. C'est ça. Allez, question suivante. Quel est le nom de la boutique dans laquelle Woody est retenu dans le deuxième opus? Ah ça, je sais pas. Avec la chanson de Toy Story en arrière-plan. Ouais. Là, pour le coup, je sais pas. Bon, je vous donne des propositions. Vas-y. Alors, vous avez le choix entre la ferme aux jouets, le palais du jouet, le royaume des jouets ou la caverne aux jouets. C'est pas la ferme. Le royaume des jouets. Moi, je dirais la ferme. C'est la ferme aux jouets d'ailleurs. Parce Hal, qu'il y a le tout un propriétaire. truc de ferme sur l'enseigne. Oui, surtout le Hal, le propriétaire, est déguisé en gros poulet. Ah oui, c'est vrai. Ça aide. Allez, une dernière. Une dernière. Alors, tiens, puisqu'on parle de Richard Darbois qui prête sa voix à Buzz l'éclair, qui donne sa voix à Buzz l'éclair en version originale anglaise? Tom Hanks, non, il y a Tom Hanks et puis à l'autre, je sais plus. Tom Hanks, c'est Woody, ça. c'est Woody. Oui. C'est d'ailleurs pour ça Et que l'autre. c'est Jean-Philippe Puy-Martin qui le fait en français puisqu'il est la voix officielle de Tom Hanks. Exactement. Et, Mais qui fait la voix de Buzz l'éclair? Ah mince,
Non, là, j'ai pas d'idée. Là. J'avoue que non. Je vous la fais au carré encore ? Oui, ça, Voilà. ça me dira. Il y avait Tom Hanks dans les propositions. Donc non. John Ratzenberger, Non. Tim Allen ou Billy Tim Crystal. Allen. Tim Allen. C'est Tim Allen. Je vais être très honnête, je connais aucun des trois. Billy Crystal ? Mais vraiment aucun des trois, je ne sais absolument pas qui sont ces personnes et j'en suis. Quand Harry rencontre Sally ? Non, j'ai pas vu. Mais je suis Sérieux, pas ça cinéphile, c'est un moi. classique du cinéma. Quand même. Et bah voilà, Quand même. je saurais quoi faire du coup en rentrant du Retro Game Festival, me regarder quand Harry rencontre Sally. En attendant, c'était du coup le quiz de Laura, spécial Toy Story. L'antre du geek sur Happiness. Il est maintenant 16h, passé de 9 minutes et 40 quelques secondes. Il va être temps pour nous de rendre l'antenne après ce petit rab qu'on vous a donné sur Happiness. Alors restez connectés car on aura encore plein d'émissions, plein de choses sur Happiness, que ce soit sur Happiness Amiens ou Happiness Oise. N'hésitez pas à aller vous connecter sur la page Facebook, Insta, etc. ainsi que sur la page de l'Antre du Geek. Et puis, comme d'habitude, nous, on se retrouve tous les mercredis de 19h à 21h sur Happiness Radio. Exactement, on reviendra sur toute l'actu geek de la semaine passée. Autant vous dire qu'il y a plein de choses à dire. On aura notamment, normalement, Mika, un nouveau chroniqueur qui devrait arriver. Mais en fait, je vois que tu as essayé d'évincer les filles. Là, tu as recruté un pool de garçons assez important cette année. Exactement. En attendant, restez connectés sur Happiness, même pour vous les filles. On se retrouve mercredi. Amusez-vous bien. Ciao à tous! Tous les mercredis de 19h à 21h, c'est l'Antre du Geek sur Happiness.